Alors j'ai une Mais petite tactique, je sais pas si tu as essayé, mais si, ouais. tu fais genre que tu, enlèves l'abonnement, Il bah, te propose, la un suspension bon 3 mois. un Ouais. bon gros 40 pendant 6 mois j'ai eu là. Donc moi ça me coûte D'accord. 20 balles, pendant 6 mois, donc c'est pas mal. Oui, Je oui, pense je que crois. c'est le lancement de podcast finance, peut-être le plus chelou que vous avez pu voir, mais je suis très content d'accueillir Mathieu, pour, une discussion entre investisseurs, un podcast, appelez ça, un peu comme vous voulez, mais, Mathieu, Ouais. c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait des vidéos qui sont vraiment super et que j'avais eu sur la chaîne il y a franchement, je pense que c'était presque il y a 2 ans maintenant, Si c'est pas quasiment. 3. Si c'est pas Ouais, 3, ouais, parce que ma chaîne ouais, s'est lancée il y a ouais, ça doit faire plus de 2 ans, c'est sûr. 3, je sais pas, mais plus de 2 ans, c'est certain. Donc, ouais. pas mal de choses ont évolué. Moi, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'ai abandonné la kiné et je me suis mis à temps plein, du coup, sur mon activité. Toi, je pense que pas mal de choses, se sont passées aussi parce que j'ai vu que Mmh. tes vues, ont explosé et que tu es devenu, carrément un vrai youtubeur, hein, parce que vu le nombre de vues que tu fais, c'est assez impressionnant. Donc voilà, on va discuter un peu de finances, de bourse, de ce qui se passe un peu dans le monde actuellement, parce que je sais que c'est des sujets qui t'intéressent beaucoup, sur lesquels tu as plus de compétences que moi, clairement. Donc je vais me mettre Peut-être en plus mode, forcément, hein. oh, si, je pense que sur tout ce qui est économie, macroéconomie, c'est pas forcément ce que je regarde beaucoup. Ouais. Moi, tu sais, j'aime bien avoir la tête, dans les comptes de résultats, dans les bilans, dans ce qui se passe dans les entreprises, mais Mmh. on va dire que l'économie, macroéconomie, c'est ce que je regarde, on va dire, en dernier lieu. Donc voilà, je vais aussi mettre ma casquette, d'élève pour apprendre, de toi, parce que je suis sûr que tu as pas mal de choses à apporter à moi personnellement et aux personnes qui nous écoutent. Donc voilà. Comment ça va toi et comment ça a évolué depuis du coup, Eh ben, ces 2 écoute, un grand merci, de m'inviter à nouveau. C'est vrai que comme tu dis, on s'était vu il y a 2 ans, mais si tu regardes bien tout ce qui s'est passé, je pense que c'était il y a 15 ans. Ouais, putain, ça Parce passe, hein. qu'entre-temps, je crois qu'on avait dû se voir avant pas mal d'événements, il y avait peut-être même pas l'IA, il y avait pas Ouais, c'était pas le même monde et du coup, ça fait quand même, des disruptions majeures qui font que, si tu veux, moi aujourd'hui, j'estime, que quelqu'un comme toi quand on s'était vu, tu avais quel âge? Tu avais 27 ans, donc tu dois avoir 29? ouais, j'ai 30 là. Ça Ah, y tu as est, 30, ouais. Tu as j'ai 30, passé ça le y cap. est. Et beh, voilà, je vois, sincèrement, comparé à quelqu'un, qui sera plus jeune que toi, tu as déjà vécu une demi-vie, quoi, avec tout ce qui s'est passé, hein, entre les événements de 2020, le retour de l'inflation, la disruption de l'IA, ce genre de choses. Bon, Ouais, moi, qu'est-ce qui m'était arrivé de plus avant? On va peut-être rajouter, la crise financière de 2008. J'étais déjà actif et j'étais déjà un petit peu concerné, mais on avait beaucoup moins vu, d'impact, par rapport à, par exemple, à la dette, grecque. Sur la dette grecque, on n'avait pas vu d'impact, on avait surtout beaucoup de spéculation parce que si tu veux, ils avaient fait des saisies sur les comptes à Chypre, ils avaient fait, ouais, des plans d'austérité, très costauds, donc il y avait de la spéculation qu'un jour ça pourrait nous arriver, ce genre de choses. Il y avait des tensions en Europe, mais bon, en gros, bon, à part des manipulations de taux d'intérêt, il s'était pas passé grand-chose. La crise de 2008, on avait vraiment connu quelque chose d'extrêmement particulier qui s'est étalé sur 10 ans. Mais c'est tout, quoi, hein. Depuis, tu vois, comparé à la première fois où on s'était rencontrés, moi j'avais vécu ça et toi non, mais ouais. maintenant tu as vécu l'équivalent, quoi, hein. Mais, après, c'est vrai qu'au final, quand on prend un peu de recul sur les 2 années qui sont passées depuis qu'on a échangé, c'était royal, hein. Il y avait presque C'est rien ça, à faire pour, performer en bourse, donc tout est quasiment c'est ça. monté. Les indices, ils ont fait, plus de 25 chaque année au niveau du S&P sur 2023-2024, donc tout était simple et là, il y a, quand même pas mal de mouvements, Mmh. en ce moment, surtout, politiques, géopolitiques, il y a quand même pas mal de choses qui se passent avec, notre cher ami Trump, qui prend des décisions, qui peuvent être considérées parfois comme un peu, farfelues, voilà. Donc on n'est pas forcément là pour parler de politique parce que chacun a ses avis, tout ça, mais plus pour Oui, tout analyser, à les fait. impacts C'est interdit et pendant les repas de famille, la politique. Voilà. exactement et Donc on va sur se les podcasts en considérer en bourse, famille, pareil, entre amis. exactement. Voilà. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses, du coup de ce qui se passe actuellement, avec, du coup l'élection de Trump, tout ce qui se passe au niveau des douanes, au niveau de
On avait aussi eu Alors, un contexte où les États-Unis sont en train de se recentrer un peu sur eux-mêmes et tout ce qui est mondialisation est en train de faire un peu machine arrière. Quoique, hmm, c'était beaucoup la narrative post-Covid, mais en réalité, j'ai pas l'impression que ça ait eu un impact si fort depuis. Donc, c'est quoi ton avis tout par à rapport à tout fait. ça? Alors, on peut discuter de ça. Il y a plusieurs angles, hein. Il y a l'angle repas de famille, où chacun donne son avis, puis on se bat, et puis en fait, à la sortie, c'est quand même un peu stérile. Euh, et c'est pas étranger au fait que tu aies mentionné il y a quelques minutes que toi, dans la manière dont tu investis, tu le considères pas ou tu le considères à la fin, parce que pour plein de raisons, c'est le cas. Parce que c'est souvent en fait des débats stériles où il se passe rien de concret. Donc, comme je disais juste avant, aujourd'hui on parle de Trump, on parle de potentielle guerre, on parle de tout ça. Tu peux maintenant regarder dans le passé sur quelque chose que tu as vécu toi, qui s'appelle par exemple le Covid, et comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Donc il y a des choses qui ont zéro impact, zéro. C'est-à-dire que quand la guerre en Ukraine a démarré, il s'est à peu près rien passé en bourse. Donc après, c'est une tragédie humaine, tout ce que tu veux sur le plan de la discussion de repas de famille ou qu'on n'aura pas parce qu'on ne veut pas se battre. Mais quelque part en bourse, il s'est passé absolument rien. Mmh. Il y a quelques sujets sur lesquels on peut revenir à ce niveau-là. Le Covid était beaucoup plus violent. Le Covid, je pense que tu avais eu une chute libre en continu avec zéro filet, hein, le trapéziste qui se lâche dans les airs et puis il atterrit jamais au sol. Jusqu'à ce que la Banque centrale intervienne pour dire on arrête, on soutient, quantitative easing, tout ce que tu veux. Donc là, c'est pas le cas. Là, si tu veux, tu n'es pas dans un événement si tu veux, ce qui se passe avec Trump et avec l'Ukraine, d'un point de vue bourse, enfin on en parle plus parce que ça nous touche, mais d'un point de vue bourse, en fait, ça se passe tous les ans, partout dans le monde, à d'autres niveaux, entre d'autres pays. C'est- voilà, c'est quelque chose qui est pricé dans le marché. C'est un petit peu ça la première conclusion. Ouais. C'est-à-dire que Trump et ses tarifs, quel que soit le niveau de taxes aux frontières qu'il veuille mettre, le marché le prend déjà en compte. Voilà. Ça, Donc c'est si quelque tu chose veux que pour les qu'il... gens, pardon, vas-y, je te laisse finir. Oui, je t'en prie. Ouais, je finis en une phrase. C'est-à-dire que le marché va y pricer toutes les informations connues, il va les pondérer. Ça ne veut pas dire que c'est 100% pricé. Ils vont pricer la probabilité des taxes aux frontières à 25%. Sachant Mmh. que Trump, c'est aussi une stratégie commerciale où, en gros, il commence par taper sur la gueule des types en disant je vais te mettre 25%. Après, il négocie, puis ça finit par du 4%. Euh, donc, donc le marché ne vient pas pricer qu'il y a 25% de tarif. Il vient pricer cette probabilité, la probabilité que ça y soit pas du tout, que ça soit moins, que ça y soit à 100%. Et donc, à la fin, tu auras forcément, le jour où ça se concrétise vraiment, tu as forcément un ajustement. Parce que c'est la concrétisation de quelque chose que les gens avaient mis en probabilité. Et en général, sur toutes les news, que ça soit du Trump ou par ailleurs, des fois, tu as l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au moment où la vraie news tombe et que tu t'attends à ce que ça monte, mais en fait, ça descend. Parce que les gens Ouais. avaient suranticipé. Donc voilà, ça, c'est le pricing du marché. Donc si tu veux, C'est pour qu'il y ait exactement, vraiment... Voilà, je t'en prie. C'est exactement ce qui se passe avec, les résultats d'entreprise, par exemple, hein. Si on revient Exactement. un peu plus, micro, quand on a des entreprises qui publient, des bons résultats, mais qu'ils ont, du coup des anticipations pour le futur ou, les futurs résultats, qui sont, moins élevés, en tout cas ils ont des attentes Mmh. moins élevées que ce qu'ils avaient présenté dans les derniers rapports trimestriels. Bah, en fait, les résultats à l'instant T ont beau être très positifs, il est fort possible que le cours en bourse chute simplement parce que les anticipations sont C'est moins ça, élevées parce que le marché, comme tu l'as dit, anticipe beaucoup et price, exactement. la majorité des nouvelles. Après, il y a, du coup, tout le débat par rapport au marché efficient et tout ça et je pense Bon, il qu'effectivement, l'est quand tu es pas, sur des ça n'a gros aucun marchés, sens. ouais, quand Voilà. tu es sur des gros marchés S&P 500, tout ça, c'est peut-être, évidemment plus efficient que, un petit marché enfin, un petit marché asiatique, peu connu où il y a moins d'investisseurs. Mais je pense que, toi et moi, on fait, du stock picking, on sélectionne nos actions et on est d'accord pour dire Mmh. qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu, Oh, non efficientes sur les marchés, quoi.
Je crois que alors je te sors une stat, hein, je vais dire quelques chiffres pendant la vidéo, qui sortent de ma mémoire et qui sont non vérifiés. Considérez ça comme, des ordres de grandeur pour qu'on ait une discussion, au premier ordre. Heu, Si je dis pas de bêtises, je crois que les actions américaines, sur une année donnée, elles font +20, -20%. Donc soit elles baissent de 20% puis elles rattrapent, soit elles montent de 20% puis elles redescendent. Donc tu as quand même des deltas et des allers-retours sur, des actions au sein d'une même année avant que le bilan comptable soit définitif. Tu vas avoir des deltas de 20 à 40% sur les actions. D'ailleurs, ça Mmh. se mesure, hein, ça s'appelle le bêta, si je dis pas de bêtises, en bourse. Ouais, la Donc on vient de pas volatilité, ouais, m'expliquer que les marchés sont efficients, si dans une même année où le bilan comptable de l'année en cours est en train de se révéler de lui-même au cours de l'année, et tu as plus ou moins 20%, ça te fait un débattement de 40%. C'est bah, moi, j'ai arrêté de voilà. croire une seconde au marché efficient le jour où, Facebook, s'est pété la gueule de Voilà, 70 simplement parce que Zuckerberg avait pété un plomb et qu'il voulait, devenir c'est le roi du ça, métavers et c'est qu'en ça. fait, c'était une entreprise qui imprimait de l'argent avec de la pub et 98 de son business, c'est la publicité et simplement parce qu'il avait, annoncé le Ouais, métavers et que ça allait être le nouvel eldorado et qu'il avait, augmenté les capex, donc les dépenses d'investissement par rapport à c'est ça, ça. qu'il avait effectivement appuyé sur le bouton. Mais bon, Facebook et Meta restaient quand même, largement profitables et les gens qui ont acheté dans le creux, se sont quand Ah même écoute, bien gavés depuis, hein. gros regret à titre personnel parce qu'à Moi l'époque, aussi. je pense que j'avais suivi sur, 3-4 vidéos le titre, hein. J'avais même pricé l'annonce du métaverse. J'avais fait une vidéo parce que c'était une annonce tout ou rien, donc j'avais fait tout un calcul, je montrais aux gens et j'avais pricé, ça à 136, ce qui était vachement bas, hein, au moment de l'annonce du métaverse. Effectivement, ça s'était mis à se casser la gueule 6 mois après et je crois que ça a touché un plus bas, si je dis pas de bêtises, à 80 ou 90, quoi. Ouais, c'est passé en Donc dessous des encore 100. plus bas que mon scénario, et je suis pas rentré. Et tu sais pourquoi je suis pas rentré? Parce que je me la jouais, investisseur long terme et j'avais pas envie de jouer un rebond. Ce qui est ridicule avec du recul, Ouais, aujourd'hui. bah et moi, Donc, je suis, rentré un petit peu, donc j'avais fait, ouais. alors j'ai pas chopé le point bas ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même fait quelques achats sur, Facebook, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quand même une perf à plus de 100 sur Meta. Ouais, ouais. Mais Ah en fait, c'était l'action la de la décennie, ouais. ouais, avec, le recul, là où, je pense qu'aujourd'hui j'ai plus de compétences et mes décisions auraient été, différentes aujourd'hui, c'est que Mmh. j'avais pas encore les compétences et les connaissances pour pouvoir appuyer fort sur le champignon pour y aller, tu vois? Hem Ouais, et poser vraiment, genre, à un instant T: «OK, là, il y a vraiment une anomalie de marché, on y va» et en ouais, fait, c'est ouais, là ouais. que les compétences, les connaissances sont essentielles pour investir en bourse. Parce que si tu es pas à l'aise avec ce que tu fais, Mmh. tu prends pas les décisions qu'il aurait fallu prendre, soit tu prends de mauvaises décisions et au final, ta Alors, performance, elle est quand même bien moins élevée que ce que tu aurais pu avoir, quoi. moi, je faisais un peu l'inverse à l'époque et justement, je tapais très fort. C'est-à-dire que vraiment, je chargeais, hein. Je mettais des sommes, très costauds sur des actions. Et justement, je voulais pas rentrer dans le pari, tu vois? Je voulais Mmh. éviter, que ma psychologie, redevienne un petit peu du gambling boursier et mais depuis, je le fais. Depuis, de temps en temps, je mets un petit ticket de 1000 balles ou j'en ai 5 ou 6 comme ça, où je mets un petit ticket de conviction. Parce que déjà, je me suis fait une image mentale, de tout mon patrimoine et je me suis dit: «Allez, non, quand même, sur 1% de ton patrimoine, tu peux prendre des paris, qui sortent un peu de l'ordinaire et de la mécanique habituelle». Parce que justement, il s'est passé Facebook et donc récemment, j'ai fait ce genre de pari sur une petite boîte qui s'appelle, ASTS, qui est une boîte, alors je suis, un gars sur Twitter qui s'appelle Investir en famille et qui parle souvent de cette boîte. Donc bah, je lui passe un petit coucou s'il voit la vidéo. Il sait que je suis en train de lui faire de la pub, et aussi pour sa boîte parce qu'il en parle beaucoup. Et c'est très intéressant, mais ça sort de tous les cadres habituels, qu'on a pu discuter, ensemble par le passé, les réflexions que j'ai partagées sur ma chaîne. C'est du pur pari, c'est une boîte, qui veut envoyer des satellites, en couverture Starlink, si tu veux, Ouais. mais avec la connexion 5G vers les téléphones portables directement. Donc c'est nouveau, il y a énormément de raisons qui font que tout va bien se passer, ça a déjà été testé, ils en ont déjà 5, etc. etc. Mais si tu veux, c'est un genre de pari que j'avais jamais pris. Bon, bah là, cette année, sur ce genre de choses, je suis suffisamment confiant dans le fait de me dire, OK, il y a quand même un marché adressable à terme. Ils ont un plan d'envoi des satellites dans les 2 ans qui viennent. Donc, ils commenceront à faire du vrai chiffre d'affaires dans 2 ans.
Et ça pourrait. Donc, voilà, je fais vraiment un calcul sur le potentiel en mode private equity, en fait, si tu veux. Ouais, ouais, C'est-à-dire que clairement, c'est, comme si alors voilà. c'est une boîte cotée du coup ou c'est une boîte de C'est une private? boîte cotée. C'est une OK, boîte cotée, mais la mécanique intellectuelle, elle est sur du potentiel qui ouais. n'existe pas. Donc là, tu Donc ça, c'est vas des tu choses vas que je faisais pas analyser, avant. ouais, Voilà, mais c'est très intéressant de faire cet exercice-là, même quand on investit en bourse, tout parce à qu'au fait. final, ça nous apprend à encore mieux analyser nos boîtes cotées, parce que quand tu as moins d'infos sur des boîtes comme celle-ci, tu dois t'intéresser beaucoup Exactement. plus au management, au passé des personnes, tu dois t'intéresser au business model, à qu'est-ce qui fait que ça va potentiellement fonctionner. Donc en fait, tu te mets en mode inspecteur et ça aide beaucoup pour les investissements classiques en bourse. Et après, ce que tu as Tout dit, à fait. c'est marrant parce que c'est quelque chose que je répète aussi assez souvent. Tu sais, c'est, Nassim Nicolas Taleb, je crois, qui, si je dis pas de Ouais. bêtises, parle du barbell portfolio à 90-10 et Ben, bravo, félicitations. Je sors cette stratégie de ça, parce que je l'avais lu il y a 10 ans et je me suis dit, il faut le faire. mais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que Mm. ce que comprennent pas les gens, c'est que 80 du résultat, c'est peut-être la psychologie et Mhm. enfin, j'exagère un petit peu les chiffres, mais on va grossir le trait. Mais si les 10 que tu fais de paris, de, gambling, de crypto te permettent, toi, d'avoir un peu cette satisfaction, d'investissement qui excite et qui, voilà, qui sont, stimulants et que cette partie Mhm. stimulation te permet de rester bien calme et bien tranquille avec tes 90 long terme, bien placés, avec des titres, forts de qualité que tu veux garder sur le long terme. Mais en fait, cette partie-là, la plupart du temps, malheureusement, elle est un peu ennuyeuse, hein. Une fois que c'est fait, ça tourne tout C'est seul, pour quoi. ça aussi que j'ai changé mes vidéos, parce qu'en fait, tu peux pas faire ça non-stop, quoi. En fait, il se passe Ouais, rien. Quand tu maîtrises le ouais, long terme, il se passe strictement rien. Tu vas promener ton chien et puis c'est réglé, quoi. c'est ça et tu sais que c'est une réflexion, qui est marrante parce que, j'adore la Mmh. bourse, je continue de me former, je continue d'apprendre et cetera. Mais au final, je me rends compte aujourd'hui que là où je passe la majorité de mon temps n'est plus forcément sur l'investissement en bourse. Alors j'y Mais passe du non. temps évidemment, mais parce que Mmh. j'ai accumulé déjà beaucoup de connaissances. Par contre, là où je suis en train de vachement progresser, c'est, sur tout ce qui va être, entrepreneuriat, tu vois? Eh oui. Activité, business, et acquisition de trafic, conversion, voilà, tous les systèmes qu'on peut essayer d'implémenter dans une activité qui va Et fonctionner qui sont et en stimulants pour le cerveau. exactement. Alors, C'est, si on en revient, à la discussion du tout début là, un petit peu sur la géopolitique, je vais rajouter un truc sur le coût du marché efficient qui rejoint, Taleb, hein, puisque tu l'as mentionné. Heu, on pourrait discuter 2 heures du cygne noir. Moi, c'est des bouquins que j'ai lus, et je sais faire les calculs dont ils parlent, hein. J'ai une formation scientifique, je les ai eu faits, ça s'appelle calculer une distribution, essayer d'en faire l'équation, donc je comprends ce qu'il dit et je le comprends aussi d'un point de vue, mathématique. Et ça m'est arrivé de faire ce genre d'analyse de risque, avec ces calculs, mais, côté pro, ingénierie. L'idée, c'est qu'il existe des vraies surprises. Donc voilà, c'est là que tu as une rupture. Donc le Covid, c'était une surprise, mmh, marché en chute libre. La Grèce, tu avais une surprise dans le sens où tout était pricé, sauf le fait qu'ils avaient truqué leur compte. Donc ils avaient truqué leur déficit public, je ne sais plus de combien de pourcents, mais du jour au lendemain, tu as un pays qui a un taux d'emprunt à 3,5%, et en fait, par rapport à son vrai déficit sur lequel il ment, c'est un pays qui devrait emprunter à 10. Donc tu dois non seulement rattraper les 10, mais tu dois rattraper ton risque, tu as envie de lui prêter à 20%, quoi. Donc en gros, le pays saute. Donc là, tu as une crise parce que tu es justement sur un événement qui est une véritable surprise. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, tu peux parler de l'efficience des marchés, oui, non, peu importe. Le vrai événement, c'est celui qui est pas connu, pas prévisible, et en plus, un mensonge, c'est pas connu, donc quand il arrive, tu as l'effet de surprise, et ensuite tu as le fameux Black Swan de Nassim Taleb, dont le concept est exactement un cran au-delà, à savoir que non seulement l'événement arrive sans avoir été pricé parce que c'est un mensonge ou quelque chose comme ça, mais c'est au-delà, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu dans le passé. C'est une totale nouveauté, c'est le principe du signe noir, c'est-à-dire que nous on est en Europe, on a des signes, ils sont tous blancs, et donc rien dans notre vie et dans notre histoire ne peut nous faire conclure
que le signe noir existe. Et en fait, quand tu arrives, alors je sais plus ce qu'il dit dans le bouquin, j'ai lu il y a 10 ans, mais quand tu arrives en Australie, tu te rends compte qu'il y a des signes noirs, et c'est une nouveauté, et c'est une surprise que rien dans le passé, absolument rien, ne te permet de conjecturer que ça peut arriver, et ça t'arrive. Voilà. Donc le signe noir, il y en a très peu en fait, hein, parce qu'il faut Ouais. vraiment tomber sur des événements, même une pandémie quelque part, ça ne l'est pas forcément parce qu'il y en a eu dans le passé. Donc à certains égards, le marché a toujours 2-3% de décote d'investissement pour le risque pandémie, enfin pour tout un tas de raisons. Voilà. Bah, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on en revient un peu à Trump et ces histoires de douane, et cetera. Mais en fait, tout ça, c'est des données Oui, qui sont publiques, qui sont pricées, qui sont exactement. déjà, comprises par le marché. Et donc en fait, ça ne va pas être un signe noir comme, le décrit, Nassim Nicolas Taleb. Ça peut pas faire Non, une ça l'est crise pas. comme 2008 où en fait, tout ce qui était, les crédits subprime, en fait, personne l'avait capté, mis à part, quelques-uns, dont, Michael Burry, qui avait compris Exactement. ça. Mais en fait, personne ne le croyait parce que personne ne comprenait. Et en fait, petit exercice, Mm. qui pourrait être marrant là, ça pourrait être rigolo. Hem, Qu'est-ce qui pourrait, être un signe noir? En gros, je m'explique parce que là, par exemple, j'ai fait une vidéo, où, j'ai parlé, des investissements en CAPEX des big, boîtes, telles que Mhm. Amazon, telles que, Google, Microsoft, qui, dépensent des milliards et des milliards en data center. Et Mhm. en réalité, ces boîtes-là, j'ai regardé ça fait quand même, quelque temps qu'elles augmentent pas, hein. Par exemple, Microsoft, ça fait 1 an que c'est flat. Google, ça, chute là, dernièrement pas mal. Donc ça fait des points d'entrée intéressants, mais encore faut-il que par rapport à ces dépenses d'investissement, il y ait une rentabilité derrière, tu vois? Et Mhm. est-ce que par exemple, à l'échelle d'entreprise, parce que là, on parle pas de signe noir, global sur le marché, mais est-ce qu'à l'échelle des entreprises, tu penses qu'il pourrait pas y avoir un signe noir par rapport à l'IA, par rapport à ces dépenses qui sont faramineuses sur les data centers, CAPEX et cetera, Mhm. et que ça délivre pas en fait autant que, ce qui est attendu? Parce que j'ai Alors, l'impression qu'il y a un peu cette narrative là sur les big boîtes, donc c'est une transition, c'est pas vraiment signe noir, mais c'est un ouais, peu. enfin, en fait, on est en train de parler de risque et de pricing de risque. Mmh, C'est ça, c'est le concept. Alors, à titre personnel, je pense que depuis qu'on s'est vu, bon, moi j'ai des investissements très stables. Je pense que j'avais rajouté Google et j'étais rentré sur Google au creux à 95 ou 96, qui ça s'était avéré être par pure chance le creux. Donc j'étais rentré au plus bas. Mais à l'époque, j'étais rentré parce que c'était Google et je pense que c'était pricé pour l'époque comment ça s'appelle, à 15 fois les bénéfices. Donc je me suis dit Google, boîte exceptionnelle, 15 fois les bénéfices. Je la connais, hein, je suis allé dedans plusieurs fois, son histoire, ses différents business, ce qu'elle fait. J'avais même une vidéo de 30 minutes dessus pour vraiment revenir sur tout ça. Je pense que je l'ai vendu vers les 130, justement pour un signe noir. Donc qui n'en est pas un, mais c'était l'arrivée de l'IA. Donc ça, typiquement, quand tu as l'IA qui arrive et que le monde prend conscience que ceci existe, donc des gens auraient pu l'anticiper parce que en fait, en ingénierie, c'est des concepts qui sont connus depuis longtemps, etc., etc. Mais à un moment donné, tu franchis une barrière et tu as ça qui sort. mmh. Donc pour moi, le changement, il était là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu Google. Et je l'ai vendu à 130. Aujourd'hui, c'est monté à 190, ça a même passé les 200, puis ça redescend. Moi, je l'ai vendu quand il s'est passé un événement qui changeait les fondamentaux de Google. Voilà. À savoir, l'IA arrive, et non seulement l'IA arrive, mais c'est pas eux, parce que ça a commencé par OpenAI, et j'ai vendu quand eux, ils ont commencé à annoncer leur histoire de Bard et compagnie, et je sais pas si tu te rappelles, c'était Ouais, catastrophique. flop. Alors, il y a eu des événements où ils ont menti, où ils filmaient un espèce de desk là où ils avaient des choses et ils parlaient avec l'IA et l'IA était censée observer en même temps. C'était du mytho. Mmh. Leur IA générative d'images, c'était scandaleusement risible. Il y avait des histoires où tu demandais la recette de la soupe aux cailloux. Donc, c'était un épiphénomène parce que tu pouvais te dire Google, ok, ils ont merdé, mais c'est comme quand quand Elon Musk il jette un caillou sur son Cybertruck et qu'il casse la vitre alors qu'il vient de promettre que c'est par balle, tu vois. C'est un peu du même Ouais. ordre. Donc tu peux te dire que c'est un épiphénomène.
Mais il n'empêche que sur le coup, moi, ce que j'ai vu, c'est que Google n'était pas les meilleurs. Et que forcément, cette technologie était disruptive pour la tech. Et ça remet les cartes à zéro. Et donc, c'était le même événement que l'arrivée d'Internet, en fait. Quand Internet arrive, ben mine de rien, avant Internet, tu as l'annuaire, et puis ce qui prend le pas, c'est Yahoo. Et puis tout le monde pense que Yahoo, c'est l'Internet de l'avenir. Et puis jusqu'à la bulle.com, tu as Yahoo pour l'Internet consultable. Et puis tu as Cisco Systems pour l'infrastructure d'Internet. Mmh. Et ça monte à des niveaux hallucinants. Et après, tu as Quoi. toutes les startups qui sont pareilles, qui lèvent des fonds comme des folles. Et à la fin, tout s'écroule. Et 10 ans plus tard, c'est même pas eux, c'est même pas les gagnants du début, c'est même pas les gens dont on pensait qu'ils allaient être les grands gagnants d'Internet, à savoir Yahoo et Cisco, qui 15 ans plus tard sont les grands gagnants, puisque 15 ans plus tard, c'est Meta et Google. Donc ça, si tu reviens un siècle en avant, quelqu'un comme Charlie Munger, il va te donner une façon de penser, un modèle mental où tu dois inverser le problème, et il va te dire, voilà, quand il y a une nouveauté, et que tu te rends compte qu'il y a 1000 acteurs sur la ligne de départ pour une nouveauté, en l'occurrence, il y a 100 ans, c'était l'arrivée de la voiture. Donc, il y a 100 ans, tu passes à New York en 1910, du cheval dans la rue à la voiture dans la rue en 10 ans. Donc c'est une disruption majeure. La conclusion de Warren Buffett et de Charlie Munger, c'est que quand ce genre d'événement se passe, comme l'arrivée de l'IA, c'est très 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 difficile de comprendre qui va être le gagnant des 1000 boîtes qui créent de la voiture. Parce que non seulement il y en a 1000, mais en plus, en général, le top 3 du départ, des 20 premières années, finalement, 40 ans plus tard, c'est pas eux. Et ça s'est passé comme ça pour la voiture. Ford et General Motors n'étaient pas le top 2 ou le top 5 des 20 premières années de l'arrivée de la voiture aux États-Unis. Donc c'était impossible de parier sur le gagnant, trop complexe. Par contre, ce qui était extrêmement facile à comprendre, c'est qu'il fallait sortir du business du cheval. Ouais. Voilà. C'est Voilà. Donc, always invert, always invert. C'est toujours essayer de réfléchir à exactement. l'envers, quoi. Et est-ce Donc, que tu penses qu'aujourd'hui, pour oui. rebondir par rapport à ça, parce que en fait, là, ce qu'on peut, du coup, prendre en considération et ce que tu as dit, c'est que, imaginons Microsoft, Amazon, Meta, Google, Mhm. toutes ces boîtes-là qui investissent à fond dans l'IA, on ne sait pas vraiment qui c'est qui va gagner. Par contre, Et on ne est-ce que sait ça pas serait si ça pas va être rentable. Ça, en c'est ce que plus? tu disais. Tu as des Ouais, capex et de ça, c'est fou. le gros problème actuel, c'est, j'ai fait une vidéo, dessus hier justement pour, Ouais. montrer un peu la corrélation entre, le CAPEX et le ROIC parce qu'au final, s'ils dépensent comme des cochons, mais qu'il y a pas de rentabilité derrière, pour l'actionnaire, c'est, clairement dommageable. Mais du coup, est-ce que ça serait pas intelligent de remonter un peu la chaîne, tu vois? Et de se dire: «OK, ces boîtes-là qui sont en train de développer à fond l'IA, les data centers et cetera, ils ont besoin de se fournir en, puces. Donc ils vont aller, Mhm. faire tourner, toutes les, fonderies et cetera et cetera. Et qui c'est qui fournit les fonderies? Peut-être une boîte comme ASML qui fait des technologies avec une avance, technologique assez folle sur, la Mhm. lithographie, EUV, je pense que tu connais un peu. Est-ce que du Mhm. coup, en tant qu'investisseur, bon, moi je parle un peu au conditionnel parce que pour le coup, moi j'ai investi sur ASML, c'est une boîte qui m'intéresse. Mais pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que le schéma de pensée serait pas justement de dire: «OK, on va pas forcément aller chercher et trouver celui qui va gagner en bout de chaîne, mais plutôt on va essayer de remonter et d'investir sur, des entreprises qui vont fournir toutes ces boîtes-là qui sont en train d'essayer de faire la course à l'IA». Tout à fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. C'est très simple, en fait, tu cherches, dans la chaîne de création de valeur, celui qui aura une position dans la chaîne où tu as un avantage compétitif, qui garantit, tes profits et tes marges. Donc là, ce qu'on voit bien dans l'IA, c'est la compétition entre plusieurs acteurs. Compétition, ça veut dire qu'à la sortie, ils vont faire la guerre des prix. Et c'est ce qui arrive déjà. Tu as OpenAI qui sort Mmh. de l'abonnement à 200 balles par mois pour le pro, à 20 balles par mois, et puis derrière, tu as machin qui est gratuit, et puis Bard, c'était le prix, et puis DeepSeek, c'est gratuit, etc., etc. Donc forcément, à un moment donné, tu as une ultra compétition, et tu veux pas être au milieu.
parce qu'il n'y aura pas forcément de gagnant en fait. Ça peut finir par un marché. Ça existe les marchés où tu as plusieurs acteurs. Dans le pétrole, c'est comme ça. Dans le pétrole, tu as un prix du baril, et puis tu as des boîtes qui ont du mal à s'en sortir avec ce prix du baril parce qu'ils font du pétrole de schiste au Canada, et puis ça leur coûte 70 dollars le baril à produire, et quand le baril est à 75 dollars, ils font 5 dollars de marge. Et puis tu as l'Arabie Saoudite qui, eux, ramassent le pétrole à 50 mètres sous terre et ça leur coûte 10 dollars le baril. Donc à partir du moment où tu es dans un marché ultra compétitif où il y a plusieurs acteurs et personne n'a l'avantage sur les autres, euh, c'est un marché classique où tu n'as pas l'avantage de compétitivité, et celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui fait le moins cher. Au revoir et merci. C'est ça partout, c'est ça depuis tout le temps, c'est ce que tu vois avec toutes les entreprises qui ont délocalisé depuis 30 ans en Chine, c'est la course au fait que tu dois être celui qui produit le moins cher, parce que le marché fixe un prix au milieu de tous les compétiteurs, personne n'a l'avantage, les gens peuvent changer quand ils veulent, s'ils t'aiment pas, ils passent chez le voisin, et celui qui fera de la marge, c'est celui qui produit le moins cher. Ça, c'est 95% du capitalisme. C'est le Le cas très bien fait. 95%, je viens de l'inventer, hein, mais Ouais, ouais, comme tu moi, le comprends ce que je veux 80% dire, tout à quoi. l'heure. Mais c'est ce qu'a Voilà. très bien fait Amazon, par exemple, avec Exactement. sa marketplace. En fait, ils ont rincé, enfin, ils ont éclaté le marché parce que ils ont été moins chers, moins chers, moins chers. Ils avaient plus de produits que les autres. Et aujourd'hui, en fait, c'est Voilà. l'entreprise qui fait le plus de chiffre d'affaires dans le monde. C'est pas l'entreprise la plus rentable, mais c'est celle qui fait le plus C'est ça. de CA. Donc, Voilà. c'est un exemple. Ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, quand vous essayez d'analyser des boîtes ou des marchés comme ça, c'est regarder des boîtes qui ont justement eu cette évolution, telle que Amazon, et essayer de remonter dans le passé. Comment Amazon en est arrivé ici? Donc, allez lire les rapports annuels, mais pas forcément que celui de 2024 et 2023, mais peut-être Non, il celui faut. de 2014, 2015, pour voir un peu quels étaient les projets à l'époque et comment ça a évolué. C'est ça qui est super intéressant. Tout à fait. Donc, l'idée de remonter dans la chaîne et de trouver du ASML, alors, il y a deux idées. Il y a une idée de chaos, hein, chaos compétitif, et tu cherches dans la chaîne de création de valeur celui qui a un avantage de compétitivité qui le distingue, qui est non concurrençable, et qui fait que, en fait, voilà, il peut créer de la marge parce que les gens sont obligés de passer par lui. C'est un monopole, c'est un. Alors, des avantages de compétitivité, tu en as plein, mais à la fin, c'est quelque chose qui te donne un avantage monopolistique. Tu as l'effet de réseau, tu en connais pas mal, tu as la marque, les gens sont fidèles à ta marque, tu as le brevet. Le brevet, c'est déposer un monopole temporaire sur 20 ans, enfin, peu importe. Donc, les gens cherchent, en général, ils cherchent un monopole sous une forme ou sous une autre. Le plus connu étant le monopole géographique. Tu es propriétaire d'un pont, tout le monde doit passer par ton pont, tu mets un péage, et puis tu fixes tes prix. Voilà. Et après, un monopole, en général, il faut le défendre avec des mecs qui tapent. C'est le principe de tous les monopoles. Donc, si tu veux, les monopoles, quand ils sont trop évidents, en fait, en tant qu'investisseur, tu en tireras pas ton épingle du jeu non plus. Donc, quand il y a zéro monopole, c'est très compliqué. Il faut être uniquement sur le moins cher, mais en général, tu feras 6-7% maximum avant de déduire les impôts et l'inflation, donc tu fais du 3% net. Donc, pas ouf. Voilà. Quand les monopoles sont trop évidents, en fait, il y a tout le monde qui comprend le deal, quoi. Et Ouais. tu te retrouves avec des syndicats, tu te retrouves avec l'État, et tu te retrouves avec tout le monde qui veut bouffer sur le monopole. Et tu te Et retrouves avec des l'investisseur se procès en fait, se fait baiser, hein. ouais. Bah, en fait, c'est exactement ce qui se passe avec Google, par exemple. Donc Google, Voilà. moi, c'est une boîte que j'apprécie beaucoup, mais qui a des enjeux et qu'il va falloir quand même surveiller parce que d'un côté, il y a justement ces investissements-là qui sont énormes sur l'IA, sur est-ce que ça va délivrer tout ça. Et de l'autre côté, il y a du coup tous les procès anti-monopole, etc. Avec on Exactement. va démanteler Google, on va faire en sorte que le Google Search, qui a un monopole qui est assez fou, soit distinct du reste de Google. Donc en Mhm. fait, et c'est un peu ce qui se Mais passe avec Visa, Mastercard. Enfin, c'est des. tout à fait. Mais ça, c'est quand même des monopoles intelligents, parce que moi, je te parle vraiment du monopole de base, genre comme si la SNCF ou la RATP étaient cotées en bourse, ça serait des monopoles. Donc normalement, tu es censé être protégé, je veux dire, tu es censé gagner du Ouais. fric à tous les coups. Il n'empêche que tu ferais 2%, parce que tu aurais l'ensemble des salariés de SNCF et RATP,
ils ont eu une lutte ouvrière sur 100 ans pour constituer des avantages. Ils prennent une énorme partie de tout ce que génère la boîte. Derrière, tu as la banque qui prête, qui elle prend 3% en faisant rouler le fonds de roulement, etc. etc. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que un bilan, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais tu as la partie actif-passif. Ce que savent moins les gens, c'est que la partie passif, elle est ordonnée par ordre de priorité. Ça, c'est important à savoir. En haut, tu as les dettes courantes. Donc là, c'est ce que tu dois payer à tes fournisseurs. Puis derrière, tu as les dettes bancaires. Et en bas, tu as ce qu'on appelle l'equity, ce que la boîte doit aux actionnaires quand on déduit ce qu'on doit aux autres. Et ça, c'est l'ordre de liquidation judiciaire. Donc si un jour, tu fais plus assez de sous et qu'on liquide ta boîte, on commence par payer tes fournisseurs haut de la liste, on rembourse les banques et l'actionnaire est payé en dernier. Donc ce qu'il faut bien comprendre... Il ne va pas rester grand-chose. Voilà. D'autant plus que les banques, elles, quand elles liquident, hein. Elles ne vendent pas au prix de l'actif. Elles disent l'actif il vaut 1 million, mais s'il y a quelqu'un qui prend pour 300 et que nous ça rembourse notre part, nous ce qu'on veut c'est 300. Donc ils s'en foutent complet, quoi. Hein. S'ils touchent 300 sur 1 million d'actifs, et là tu vas aux ventes judiciaires et puis tu achètes des flottes de camionnettes à 30% du prix du marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, les actionnaires, on est toujours les derniers. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est des monopoles intelligents, pas trop évidents. Coca-Cola a un monopole sur le cerveau des gens. Tout le monde connaît Coca-Cola depuis la naissance. Et quand tu achètes des boissons pour un anniversaire ou quand tu envoies tes enfants dans un anniversaire, il y a toujours une bouteille de Coca-Cola. Enfin, peu importe. On ne rentre pas dans le détail, mais vous comprenez le principe. Ce monopole-là ne sera jamais démantelé par l'État, parce qu'il est plus subtil. Donc tout l'intérêt, c'est de trouver un monopole subtil. Je pense que ASML, c'est du monopole subtil, parce que, alors soit c'est du monopole officiel sous forme de brevet, donc là, il y a déjà un deal avec l'État et avec tout le monde que le monopole est garanti, soit c'est un monopole de barrière à l'entrée. En gros, tout le monde a le droit de le faire, mais personne ne sait le faire et c'est pas leur problème. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça, mais il faut, si tu veux, faut être dans quelque chose de subtil. Si tu es dans le marché ultra compétitif, tu es mort parce qu'il y a trop de compètes. Si tu es dans le monopole absolu qui est évident, à savoir le pont, les routes et les autoroutes, en fait, tu partages avec tout le monde et tu n'as pas de renta. Donc, faut trouver un truc au milieu. Moi, sur la chaîne de l'IA, j'ai choisi Micron, qui n'est pas dans la chaîne de l'IA, qui est une société qui fait des barrettes de RAM, principalement. Et en fait, mon raisonnement, il n'est pas sur... si tu veux, les industries se concentrent. C'est-à-dire, on en parlait pour les voitures. Donc là, l'IA rebelote. L'Internet s'était concentré. Au début, avant la bulle.com, il y a des milliers d'acteurs. Tout le monde lance sa start-up, etc., etc. Et puis, tu as le crash et tu as 2-3 gros qui émergent. Google, Facebook, Amazon. Apple, je le mets à part parce que c'est les téléphones, mais ils font partie. Mais bon, tu as les GAFAM. Donc, si tu veux, le marché se concentre. Et une fois qu'il est concentré, les acteurs du sommet, il faut observer s'ils dansent ensemble ou s'ils se font la guerre. Donc, au sommet de la tech, ils dansent ensemble. Par exemple, Google paye une rente à Apple pour être le moteur de recherche. sur les iPhones. Voilà, mais tu as quand même Safari. Mais Google a accès à... Donc, ils se payent des rentes entre eux, mais chacun conserve son monopole, entre guillemets, sur son cœur de métier. Alors que, voilà, Google a essayé il y a 15 ans de concurrencer Facebook avec Google+, et ils auraient pu tout à fait dégommer Zuckerberg en le mettant de côté. Pour plein de raisons, Zuckerberg a beaucoup essayé de faire du matos, il a essayé de faire un téléphone, il a essayé de faire des casques de métaverse, etc., parce que lui n'a pas accès à l'Internet physique. Lui, Google a accès à l'Internet physique. C'est tout un sujet, ça. Hein. C'est tout un sujet. Le principe du métavers, c'est parce qu'il veut accès au hardware. Sinon, du jour au lendemain, Apple lui dit « je te vire ». Le fait que Zuckerberg ait un business en fait qui a 98% sur les ads, enfin sur la publicité, et que c'est marrant parce qu'il essaye de faire du hardware depuis quand même pas mal d'années et qu'en fait il n'y arrive pas. Ouais. Et il n'y arrive pas parce que c'est pas facile. Et le problème, c'est que quand il se prend un privacy rule d'Apple qui leur dit non mais maintenant vous n'avez plus accès aux données utilisateurs sans qu'ils valident,
Le mec, il prend la baffe du siècle dans la gueule. Hein. Il s'est il s'est accroché aux branches en disant on va faire de l'intelligence artificielle pour profiler. C'est de la pub ciblée. Hein. Donc, il a besoin de l'accès aux données utilisateurs. Apple lui a dit tu n'y as plus accès. Et il s'est rattrapé aux branches en vendant aux investisseurs et aux gens qui achètent les espaces pubs qu'il avait remplacé ça par du profiling intelligence artificielle. Mais le mec, il pouvait couler la boîte sur ça, quoi. Ouais. Donc le saut qui avait l'air débile dans le métaverse, ce qu'il y avait derrière, en fait, c'est que Zuckerberg rêve d'avoir un hardware grand public qui lui donne accès aux données des gens Mmh. sans être à Dépendant. quémander des accès à Apple ou à Google et à compagnie. C'est tout. Tant qu'ils n'auront pas ça, ils auront toujours, en plus du risque de concurrence de TikTok ou de ce que tu veux, ils auront toujours le risque de dépendre de quelqu'un qui peut leur couper le sifflet à tout moment. Ouais. Donc, mais bon, c'est de la compétition, il y a de la bagarre, mais quand même l'industrie se concentre. Donc, tu n'es pas obligé de toujours chercher un monopole comme ASML. ASML, si tu veux, tu as cette notion de monopole absolu et facile à comprendre. Tu as aussi énormément d'industries qui finissent par former des oligopoles, pas des monopoles, mais en gros, tu te retrouves avec 3-4 acteurs concentrés et tu dois regarder comment ils jouent ensemble. Alors, ils n'ont pas le droit de s'entendre sur les prix, hein, faut être clair, sinon c'est illégal. Mais si tu veux, moi j'ai acheté les fabricants de barrettes de RAM. Alors, j'ai 40 balais, hein, j'ai 40 ans l'année dernière. La RAM, quand je montais des PC, quand j'avais 15 ans en l'an 2000, les prix de la RAM, c'était hallucinant. Tu pouvais avoir plus 100%, moins 100%. Des années, ça coûtait très cher, des années, ça coûtait pas cher. Et en fait, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tu avais des centaines de boîtes qui créaient de la barrette de RAM. Et puis tu avais des surplus qui déferlaient sur le marché, puis ça valait rien. Puis tu avais la moitié des acteurs qui faisaient faillite. Et puis d'un coup, ça valait très cher parce que tu avais des pénuries. C'était un délire. Voilà, il n'y a pas. Et ils se sont retrouvés concentrés il y a 2 ans, où finalement tu arrives à deux aboutissements. C'est qu'en plus, dans la technologie, tu as une course à l'amélioration technique. Et ça, c'est très difficile de parier dans la technologie parce que tu peux toujours avoir quelqu'un qui vient révolutionner. Et c'est ça le plus grand risque de la technologie, c'est ça qui fait que Buffett a dit moi j'investis pas là-dedans parce qu'en fait il n'est pas capable d'anticiper. D'ailleurs il a vendu Apple du jour au lendemain où l'IA est arrivée, du jour au lendemain où vraiment les fondamentaux structurels de comment la tech gagne de l'argent sont mis en danger par une disruption technologique. Dans la barrette de RAM, on en a toujours besoin, mais on a atteint la fabrication au niveau atomique. Donc il y aura plus de marge. Il n'y a pas un mec qui va arriver qui va faire plus petit que l'atome pour la RAM, quoi. Ouais. Tu n'auras plus de disruption. Et le marché s'est concentré sur 3 acteurs et ils ont à peu près des parts de marché stables et ils se font pas trop la guerre des prix. Et puis c'est quand même de la mémoire, donc bon, c'est pas ce qui est utilisé pour l'IA, mais si tu veux, moi j'ai mis mes sous là-dedans. Nvidia, j'y suis pas allé. Parce que Nvidia, j'ai pas compris, parce que c'était pas Moi le non bon plus. timing. Mais par Ouais, contre, puis après Micron, c'était quand cool. c'est passé, Ouais, hein. Enfin, Nvidia, par exemple, ouais, il y a beaucoup d'investisseurs qui y sont rentrés, tant mieux pour eux parce ouais. qu'ils ont fait une très belle performance. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'y sont pas allés, moi y compris, mais après, pas de regret, tu vois? Si à un certain moment, j'ai pris la décision de ne pas y aller, c'est que j'avais mes Oui. raisons et après une fois que le prix est parti sans toi, ça sert à rien de courir, hein. Parce qu'après, là, tu Non, vois, mais j'ai voilà, mais surtout que pour moi, il me manquait ça. Je sais ce que c'est un monopole, je sais ce que c'est une disruption technologique. Euh, Nvidia, t'es pas au bout. T'es pas au bout du progrès technologique. Chez Micron Technologies et sur les barrettes de RAM, t'es au bout. Il y aura plus de disruption. Donc c'est plus un marché technologique en fait. Tu te retrouves sur un un marché où il y marché a 3 mature, acteurs. mmh, Donc tu te retrouves sur du pseudo-monopole entre 3 acteurs où personne se fera dégommer sur le sujet. Au revoir et merci. Donc je regardais à gauche parce que donc j'ai dû prendre ça il y a 2 ans ou 2 ans et demi. C'était avant l'IA, hein, on parlait même pas de l'IA. Donc tu vois, c'était même pas vraiment lié à l'IA. Mais ouais. j'étais confortable d'investir dans la tech et ça fait du 70% depuis 2 ans. Voilà. Et ça doit être, c'est ma 5e ligne. C'est ma 5e ligne. J'avais mis un bon petit billet. Et Bon, niveau, voilà, moi mes raisonnements dans la tech, ils sont là. Il faut que tu aies, entre guillemets,
Et en fait, c'est ce qui s'était passé avec les GAFAM. Ils avaient réussi cette consolidation et cette prise de la Bastille, quoi, sur le sujet de la tech. Et l'IA rebat les cartes. Et alors, je pense que le plus dangereux, c'est DeepSeek. Pas en soi, DeepSeek en soi, on s'en fout. C'est que Ouais, mais tu si aies quelqu'un quelqu'un qui arrive à soit vraiment le sorti de faire, nulle quoi. part. Voilà, quelqu'un est Ouais. sorti de nulle part, a sorti DeepSeek, que tu peux faire tourner sur quelques bécanes pour 5000 balles dans ton coin, euh, et tu peux refaire de la start-up. Parce que ce que les gens pariaient avec l'IA, parce que ça soit Bard ou OpenAI, tout le monde s'en fout un peu. Parce que si c'est OpenAI et qu'il n'y a qu'eux qui maîtrisent l'IA, il fait 2-3 arrangements avec les géants de la tech, et au revoir et merci. Ils continuent à danser tous ensemble, puis de temps en temps c'est la chaise musicale, il y en a peut-être un qui tombe tous les 20 ans, mais en gros ils dansent ensemble et t'inquiète pas, ils savent travailler ensemble. Mais quand DeepSeek arrive, ça change tout parce qu'en fait, euh, la barrière à l'entrée de pouvoir faire de l'IA et d'entraîner des modèles seuls dans ton coin, bah, d'un coup, elle est accessible à tout le monde, à toutes les entreprises, partout dans le monde. Ouais. Il suffit qu'ils recrutent des techs et qu'ils fassent des petites équipes d'IA et ils ont accès à l'IA sans donner une rente aux GAFAM. Et suite à ça, mais tu as Alibaba qui a fait 60%, tu as énormément de trucs qui se sont mis à respirer dans le sens où le changement de fondamental était là. C'est-à-dire que, ah ben, l'arrivée de l'IA fait que sur ce sujet-là, et des acteurs comme DeepSeek nous montrent qu'on n'est plus obligé de verser des rentes aux GAFAM parce qu'on peut faire sans eux. Et là, tu as un changement de fondamental. Là, tu as un signe noir équivalent. Peut-être il est gris. Pour moi, il est noir parce que je ne m'intéressais pas au sujet. Donc... Mais pour des gens dans le monde, il est juste gris parce que c'était quand même prévisible. Et là, tu as un événement qui touche le fondamental sec et net de ce que c'est Google. Et je sais pas toi, hein, mais moi, Google Search, depuis 1 an, c'est fini. YouTube, je vais voir. Google Ouais. Search, il faut que j'ouvre l'IA et je demande à l'IA d'aller chercher sur Internet, mais je vais plus sur Google. Ouais, c'est une consommation qui est différente. Et Ouais. il y a une narrative aussi qui m'intéresse. Moi, c'est justement comment est-ce que l'IA et les LLM, là, vont justement mettre en place tout ce qui est SEO, tu vois. Ouais. Parce que tu arrives, pour le coup, à ranker sur l'IA aujourd'hui. En fait, c'est comme le SEO de Google où tu arrivais à ranker ton site en Mhm. page 1, tête de liste. Et en Eh fait, oui. c'est aussi comme ça que les moteurs OpenAI, etc., vont pouvoir aussi faire de l'argent. Parce que si à partir du moment où, pour un résultat équivalent, tu as un mec qui paye, par exemple, qui paye une redevance à OpenAI pour que ce soit lui qui soit mis en avant et pas quelqu'un d'autre, ben, on retombe dans un espèce de cycle où il y a des milliards qui peuvent être déversés comme ce qui ont été faits avec bah, les ads sur Meta, sur Google, etc. Et on re-rentre dans un nouveau cycle avec un support différent, tu vois. C'est en fait l'incertitude aujourd'hui, je trouve qu'elle est sur le fait qu'on n'arrive pas à savoir la finalité de comment est-ce que tout ça va être monétisé et qui va remporter Et qui va être le gagnant? voilà, qui va être le gagnant. Je pense que dans tous les cas, ils vont faire de l'argent. Et en fait, les GAFAM aujourd'hui sont quand même des entreprises qui ont des business qui sont assez divers. Par exemple, si on prend Google, il va pas y avoir que l'IA, ça en fait partie, mais il y a pas que Mhm. ça. Si on prend par exemple Amazon, pareil, c'est un petit peu différent, mais ils ont tout l'aspect cloud, etc. Enfin, c'est en fait, voilà, c'est difficile de savoir à quel point va y avoir une rentabilité sur tout ça, et c'est le gros point d'interrogation. Et du coup, toi, sur les grosses boîtes comme ça, du coup, je suppose que d'après ce que Moi, tu je m'as suis raconté un sorti. petit peu, voilà, tu es sorti un petit peu de ces boîtes-là. Moi, je suis pas Oui, forcément sorti parce que j'y crois quand même sur le long terme au niveau des c'est quand même des boîtes qui font énormément d'argent, mais effectivement, il y a un sujet sur le fondamental qu'il faut le surveiller. fondamental est touché au cœur. Ils ont pris la bombe atomique sur la gueule, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein. C'est-à-dire Ouais, que ces gens-là, pour moi, ça c'est mon avis, tu parlerais à un développeur de la Californie, il te dirait que ce que je dis c'est stupide. Ma perception c'est que Google a fait la disruption de tous les business qui étaient start-upables. Ils sont même devenus alphabet, hein, c'est-à-dire c'est l'alphabet, mais c'est aussi alpha comme mal alpha et bête pour Paris. C'est-à-dire on va faire tous les paris majeurs. C'est un jeu de mots.
Donc si tu veux, il y a quand même Google, il faut considérer que c'est le Real Madrid et qui voulait gagner la Ligue des Champions tous les ans. Et il y avait une particularité, c'est que contrairement au football, t'es pas limité sur le nombre de joueurs dans ton équipe. Donc si tu prends le monde du football et que tu prends le Real Madrid et qu'ils veulent jouer la Ligue des Champions, ils veulent la gagner tous les ans et qu'ils sont pas limités sur le nombre de joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent tout le monde. Et donc imagine que demain, c'est ça la tech US. La tech US, il faut en avoir une image du football, de la Ligue des Champions, avec Google qui est le Real Madrid, sauf que leur équipe, c'est 800 joueurs, et c'est tous les joueurs de première division d'Europe. Mm. Voilà. T'as personne en face. C'est une très belle métaphore. Et ils ont bouffé. Donc il y avait quand même une dimension. Et ce qui était intéressant pour eux, c'est ce qu'on appelle les incubateurs de start-up et compagnie. Mais en gros, c'est que eux ayant disrupté le monde entier avec les start-up technologiques, ils n'avaient qu'une peur, c'est de eux-mêmes subir la disruption. Parce qu'ils savent très bien que ça sort de nulle part, ça sort du petit génie du coin, qui a pensé au truc que personne n'a pensé, etc., etc. Et même quand tu essayes d'anticiper tout ça, tu as un facteur chance que tu peux pas anticiper, etc., etc. Donc eux, leur rêve, c'était d'avoir tout le monde en dessous d'eux et de forcément avoir 10, 20, 30% dans les startups. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont monté des business models comme ça. En gros, venez chez moi, je vous donne tous les moyens, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai accès à 10% du capital de vos boîtes. Ouais. Mais à plus Donc, petite échelle aussi, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Là, on parle exactement. du haut du panier, mais même à échelle plus petite, tous les fonds de private C'est equity ça. fonctionnent un petit peu comme ça. Ils prennent des parts dans des boîtes et Donc, avec l'IA, tu rebats les cartes. Tu rebats dans les cartes dans le sens où tout ça, tu le mets au tapis. Parce qu'en fait, les devs, ils peuvent repartir dans leur coin et faire de l'IA dans leur coin pour les assister comme s'ils avaient une équipe de 10 développeurs avec eux. Donc tout le monde va pouvoir redémarrer de la startup, tout le monde va pouvoir profiter de ça et à nouveau faire la guerre et tenter de gagner du pognon aux dépens de ceux qui avaient concentré le marché. Donc pour moi, c'est vraiment, là, tu as vraiment touché au cœur de ce qui était le plus fragile chez ces gens-là et qui avait mis tous les moyens pour éviter que des gens soient en capacité de les disrupter eux. Et d'un coup, cette capacité revient. Donc moi, mon avis personnel de l'investissement, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir une conviction sur ce qu'est le fondamental d'un business, qui n'est pas le bilan comptable. Le bilan comptable, c'est une image financière qui te dit si ce fondamental est solide ou pas. Mais le fondamental d'un business, c'est quoi qui fait que les mecs gagnent du fric parce qu'ils ont un monopole sur quelque chose et que personne ne peut les concurrencer. Voilà, c'est ce truc-là, quoi. Il faut trouver ce truc-là. Et ensuite, si tu fais du private equity, il faut que tu te poses la question si l'idée qu'ils ont, elle va rapporter du pognon dans le futur. Si tu fais de la bourse classique, ils en gagnent déjà du pognon sur leur idée de business. La question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'elle est durable? Voilà. mmh. Donc c'est tout. Et c'est ça, en fait, la question, qui est aussi super importante par rapport à ce que tu es en train de dire sur, ces boîtes-là, l'IA et tout ça, c'est que en fait, il faut aussi rentrer dans l'équation le timing et c'est ça aussi qui est super, important et super intéressant, c'est que les investisseurs n'ont pas forcément le même timing pour tous et un investisseur, par exemple, tu vois, moi, mon avis, c'est que, imaginons Google dans 10 ans, je pense que Google dans 10 ans fera toujours l'argent, peut-être un petit peu différemment qu'aujourd'hui. Peut-être que, ils vont être un petit peu disruptés sur, certains points avec l'IA et avec, justement, tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. Mais si on prend une projection long terme, je pense pas que Google disparaisse. C'est quoi toi, on va dire, ta, ton timing en fait de tout ça? À quelle, échéance tu penses que les choses vont vraiment changer pour ces boîtes-là et à quel moment Alors, ça va partir un petit peu en steak si vraiment, on va dire l'hypothèse, se réalise? moi, d'expérience personnelle et d'expérience familiale, quand tu réfléchis comme on est en train de le faire là, tu as un temps de fou. Mais tu as vraiment un temps de fou. C'est-à-dire que
Mon père avait un commerce de fleurs entre 95 et 2000. Bah, j'étais gamin, j'avais entre 10 et 15 ans. Donc, si tu veux, à l'époque, si tu parles du fondamental du business avec mon père, on ne va pas parler de price to earning ratio, on ne va pas parler de ratio financier. Il va te dire deux choses. Pour faire tourner un commerce de fleurs, il y a trois choses fondamentales. L'emplacement et l'emplacement. Je ne sais pas si tu la connais, celle-là, dans le commerce, elle est très connue. Et ensuite, sur le pricing de ces fleurs, hein, entre l'achat et la revente, lui, il avait la règle de 3. C'est-à-dire qu'il sait à peu près combien il peut vendre les fleurs en bouquet ou peu importe le sujet. Et lui, sa marge idéale entre le coût d'achat chez le grossiste et le coût de vente, c'était 3. Il voulait faire x3. Donc tu vois, il a gagné sa vie confortablement pendant 5 ans sur ces deux aspects, l'emplacement et la marge de x3. Donc le fondamental et le besoin de vendre le magasin, il arrive si un de ces deux fondamentaux est touché. Ok ? C'est ça le fondamental. Donc le fondamental du x3, bah, il peut être touché par la concurrence. Donc ce qui est arrivé, c'est les supermarchés de jardinerie, là, botanique et compagnie. Ça Ouais, n'existait pas jardin. en 90 où il y en avait 2-3, mais alors que maintenant c'est partout. Donc eux, ils sont capables d'écraser les prix. Donc si tu te retrouves commerçant et que toi, tu n'as plus ton x3, le x3, il est simple, tu as besoin de payer ta fleur, de payer les impôts, et la troisième part, elle est pour toi, quoi. Mais enfin voilà. Donc la concurrence, elle te bouffe les marges, donc tu surveilles la concurrence. Et l'emplacement. À quel moment se fait dézinguer l'emplacement? Quand Amazon débarque. Alors, dans le cas d'un magasin de fleurs, comme on l'a eu dans la famille, entre 95 et 2010, tu as à peu près 15 ans, où tu arrives à vendre ton fonds de commerce. Je pense même que tu vas au-delà de 2000, peu importe, mais tu as 15 ans où tu peux vendre ton fonds de commerce au bon multiple. Vendre son fonds de commerce au bon multiple, c'est l'équivalent de dire price to earning égale 15 en bourse. Après, dans Mm. le commerce, tu as d'autres règles, tu as une fois le chiffre d'affaires, 2 fois le chiffre d'affaires, peu importe. Tu as accès à ce multiple pendant une fenêtre de 15 ans. Alors que sur ces 15 ans, tu vois arriver la concurrence, tu Ouais. vois le dommage qu'elle fait sur tes prix, et tu vois Amazon déglinguer. Donc, tu as Amazon et Google. Amazon déglingue ton emplacement, parce qu'en fait, maintenant, l'emplacement, c'est les gens dans leur canapé. Et tu as Google qui vient déglinguer la notion d'emplacement, parce que, en fait, les gens, ce qu'ils veulent à partir de Google, c'est la recommandation. C'est-à-dire, Google est un moteur de recherche qui promeut le premier de sa liste en fonction de son autorité qui est calculée par rapport au nombre de recommandations, au nombre de gens qui le consultent, ce qui est très calqué sur ce que tu fais quand tu vas dans un pays étranger dans les années 90. Quand tu vas dans un pays étranger dans les années 90, pour choisir un restaurant, tu ne regardes pas les restaurants dans l'annuaire. Tu vas demander à deux personnes. Tu vas demander au réceptionniste de l'hôtel où est-ce qu'il te recommande d'aller, et tu demandes aux gens comme toi, les anciens touristes, ceux qui quittent l'hôtel, est-ce que vous avez un endroit sympa à nous recommander? Donc l'annuaire, on s'en fout. L'annuaire est mort parce que la liste alphabétique des restaurants, on s'en fout. Les gens veulent avoir la recommandation donc, une fois que Google institutionnalise le classement des établissements où il faut aller par ce mécanisme de recommandation, et une fois que Amazon fait de l'emplacement quelque chose d'obsolète, en tout cas de concurrencé très sévèrement par le e-commerce, bah, Camailleux, boutique de fringues, fait faillite 20 ans plus tard, et puis tous les centres-villes sont désertés de commerce, et puis tout s'est Mm. cassé la gueule. Donc, ceci a fait une disruption du marché du commerce de proximité des années 90, et tu avais 10 ans. Tu avais 10 ans pour calculer ce qui se passait et vendre ton affaire au bon multiple. Donc en bourse, ça l'est peut-être moins. En bourse, tu as des gens plus réactifs, plus au fait de ça.
Quand l'IA sort, donc on dit Charlie Munger qui te dit la voiture arrive, ne rêve pas gamin, n'essaye pas de parier sur le gagnant, tu sauras pas qui c'est avant 50 ans. Par contre, sors du business du cheval. Si tu as un business de cheval, vends. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Quand l'IA arrive, Téléperformance, ils font moins 50%. Hein. Ouais. Et ça, c'est facile à voir. Donc, et franchement, si tu es réactif sur Téléperformance, tu peux et que ça fait partie de ton portefeuille, t'as pas 10 ans pour en sortir, ça s'est cassé la gueule assez vite, mais Mais tu as tu 2 vois venir. mois, quoi. Ouais, tu vois venir. Ouais, tu as 2-3 mois. Donc, si tu es au fait de quels sont les fondamentaux de tes lignes de portefeuille, donc il faut quand même savoir que Faut les Téléperformance, c'est connaître, hein. des call centers. C'est les pros des call centers. C'est les gens que tu as au téléphone partout dans le monde. Ils ont des milliers d'employés qui répondent au téléphone. Et l'IA débarque. Et toutes les premières démos de l'IA, c'était Google qui faisait des réservations dans des restaurants, des trucs comme ça. Tu reçois aussi des appels, Évident. d'IA maintenant? Tu sais, des appels de prospection là, Ouais, d'intelligence mais très artificielle? mécanique, c'est pas Ouah, encore c'est naturel. ouais, c'est pas au point. C'est pas au point, mais Ouais. ça fait bugger quand même, hein? Ouais. Tu vois, tu dis: «Ça avance». Mais OK, en tout cas, super intéressant comme, hem, tu vois, je suis en train de lire, les principes de Ray Dalio là, Mmh. et du coup, je suis pile poil au principe de, avoir, justement l'esprit ouvert et essayer de comprendre aussi les avis qui sont différents du tien et c'est exactement, ce qu'on fait là parce que moi, pour le coup, j'investis quand même encore sur, ces boîtes-là, mais c'est super intéressant d'avoir ton avis et ça me bah, tu vois, ça me fait prendre du recul aussi sur ce que je fais, sur mes décisions, sur mes analyses, donc Mmh. super intéressant et donc du coup, pour toi, quel est ou quels sont on va dire les secteurs sur lesquels tu tends à aller pour te prémunir un petit peu de tout ça? Alors, déjà, j'ai un petit peu de cash parce que, bah, en ce moment, tu peux avoir 3 sur le cash, donc je me sens pas en danger, ou dans l'urgence de le réinvestir. Ce que j'ai vendu, je n'ai pas racheté. Alors, j'ai acheté un petit peu sur le PEA. Quand le CAC 40 a commencé à se casser la gueule, là, c'était il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça à peu près. Le truc est parti au fond du trou. J'ai pris Pernod Ricard parce que vraiment, c'est descendu à 100 balles. Tu es à 4,5 du dividende. Bon, en rentabilité brute sur bénéfice, tu es à 6-7%. Mais bon, c'est Ricard, c'est intemporel, ça passe les époques. Mais il faut on va revenir sur pourquoi. J'avais de la BNP depuis très longtemps où je suis positif, j'ai pas racheté. Et j'ai pris du LVMH, pareil, assez bas là. Ouais, Il y a eu un ouais, à 580-600, on pouvait commencer à voilà. rentrer, il y avait des trucs Et int puis finalement le CAC est remonté quoi. Voilà donc après, honnêtement, alors attends, je regarde le portefeuille. Depuis qu'on s'est vu, moi j'ai fait aucun achat nouveau. Donc j'ai du Alibaba, parce que j'ai toujours considéré que ça valait le Amazon d'Asie, heu et qu'Amazon était trop cher et qu'Alibaba était sous-coté. Ça se passe extrêmement bien pour moi en début 2025. On y est oui, enfin, ça fait 3 ans que je yes suis dessus, hein. Mais alors là, et du coup, au niveau très de bien. la globalité, le fait, qu'Alibaba se soit quand même bien, explosé, pendant, ces 2 dernières années, au niveau renta, tu Ouais. arrives quand même à avoir une rentabilité intéressante. Tu as pu acheter, Oui, parce sur que des niveaux intéressants? moi j'ai racheté, et j'ai un PRU, à 100. Attends, parce que j'ai une ligne en Chine et une ligne aux États-Unis. Bah, grosso modo 103, 104, quelque chose comme ça. OK et Et là, du là, coup je crois que l'action elle est à 140 ou quelque chose comme ça, donc ouais, donc du 40 35%, quoi. Mais j'ai acheté assez régulièrement. Régulièrement pour moi, ça veut dire tous les 6 mois, hein, c'est pas non plus, tous les jours, hein. oui, Heu, oui, mais par contre, ouais, là, j'ai chargé la ligne, hein, là, c'est costaud, hein. c'est Là, beaucoup on est de dans positions. sur Alibaba, on est dans du 6 chiffres, ouais. Ouais, on est, Ah ouais, on est belle quand même ligne. costaud, ouais. Donc après j'ai British American Tobacco, j'ai jamais touché. Ouais, Là-dessus, je suis sur du 12% brut de dividendes depuis 4 ans. Après j'ai Berkshire, j'ai pas touché, j'ai racheté quand ça allait
Quand ça allait vers des creux, pareil, ça se passe très bien, je suis à 80%. Mais en fait, je suis quasiment vert partout dans le portefeuille, pas parce que j'ai raison, mais parce que toutes les lignes, elles ont 5 ans, quoi. Donc Oui, quand tu as bah, moi, pris, c'est pareil et tu sais que c'est marrant ça parce que, moi, la seule ligne que j'ai rouge actuellement, c'est, ASML parce que du coup, j'ai commencé à construire ma position dessus, mais en fait, quand on prend un peu de recul, j'ai des lignes, tu vois, j'en ai une là, 130%, 117%, oui, 104, voilà. 90, 83. Ouais. Enfin, en Moi, fait, et c'est des boîtes, j'ai du Goldman Sachs au maximum de pourcentage, ouais. ouais. Toi, tu aimes bien les bancaires quand même? Alors les bancaires, j'en ai 2, j'ai BNP et Goldman Sachs. Et ma théorie, sur pourquoi j'ai pris BNP et Goldman Sachs, elle est ultra complotiste. Parce que Heu, moi, je reste loin des banques, tu vois? Parce que j'ai un peu du mal, avec le business non, model des banques, c'est très les banques, complexe quand même, hein ouais. Pardon, je et t'ai coupé la parole, je t'en prie. non, non, vas-y, vas-y. Mais du coup, c'est, c'est quoi la théorie? La théorie complotiste sur les Non, banques? non, je dis ça sur le ton de l'humour. Tu as un système de alors Goldman Sachs, c'est pas une banque comme les autres. C'est une banque, qui fait sur énormément de transactions, de rachat-vente, de business privé. Donc si tu veux, tu peux acheter la bourse. Tu peux pas acheter des ETF, tu peux acheter la bourse. Les titres Ouais. sont cotés, dans des organismes qui s'appellent le Nasdaq, le NYSE, c'est le nom de la place boursière. Le Chicago Board Exchange, ce genre de place boursière est coté en bourse. Et Goldman Sachs, eux, c'est les champions de la place boursière privée, de tous les business super intéressants qui s'échangent en privé. Parce qu'il faut quand même savoir que tous les business qui ont coté en bourse, soit c'est parce qu'ils sont trop gros et ils ne peuvent pas rester privés, soit c'est parce que ce n'est pas les meilleurs deals, quoi. Les Mmh. meilleurs deals se font en privé. Et tu as énormément de commissions, qui sont encaissées sur, l'organisation de ces deals. Donc une entreprise comme Goldman Sachs, a une position, pour plein de raisons, ils ont une position, de quasi-monopole sur, la transaction de business privé avec des commissions grassement payées, etc., etc. Dans le cadre, de la BNP, c'est parce que, si tu veux, je pars du principe que les bancaires sont risqués, sauf que pour moi, la BNP ne peut pas sauter sans que l'État vienne à sa rescousse, parce que s'il n'y a plus de BNP, il n'y a plus de France. Ouais. Et elle est quand même dans une position, différente, de toutes les autres banques, et je pense qu'elle est imbriquée, avec l'État, ou en tout cas avec les organismes internationaux de manière plus intriquée. En particulier, c'est eux qui contrôlent les transferts de paiement SWIFT. Euh, donc si tu considères que la banque, tu as un rapport de force entre les banques qui a rien à voir avec, la puissance commerciale, la BNP, c'est eux qui coupent le sifflet aux autres, c'est pas les autres qui leur coupent le sifflet. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as une Et position de domination qui et crédibilisait, ce que j'en pensais, quoi. tu penses qu'un acteur comme BNP va délivrer autant de performances que, d'autres acteurs dans le secteur financier? Moi, je sais que, par exemple, j'aime Ouais. beaucoup des acteurs comme les réseaux de paiement, tels que Mastercard, par exemple, ou, Mhm. SN ou alors, de notation financière comme S&P Global, qui sont également dans le secteur financier, mais qui sont pas forcément des banques. J'ai plus Mhm. de conviction sur ces boîtes-là, notamment pour Mastercard, pour l'effet de réseau, qui est, Mhm. assez faramineux. Hem et ouais, je reste assez loin des bancaires, justement parce qu'elles sont vachement, en fait, je contrôle pas, ce que font, enfin, je contrôle pas la macroéconomie, tu vois? Tout ce qui va être, la variation des taux d'intérêt, l'inflation, tout ça, c'est des choses sur lesquelles, en réalité, moi, je peux pas trop contrôler les choses et on Mhm. peut pas trop savoir ce qui va se passer. Mhm. Mastercard, je peux dire qu'il y aura des transactions par carte bleue qui vont se faire, peu importe le contexte, mis à part le Covid où ça s'est un peu stoppé, mais ça continuera. Par contre, si, demain il y a de l'inflation, que les taux d'intérêt montent et cetera, que ça fait, tu vois, les banques sont quand même dépendantes de ça. C'est quoi du coup ta position par rapport à ça? Et est-ce que tu penses justement que les banques comme BNP peuvent délivrer autant de performances que des boîtes, qui sont dans d'autres, sous-secteurs financiers? Alors, le dernier point, qui fait que j'ai acheté BNP, c'était justement, qu'on était sorti des taux d'intérêt à 0%. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'une banque centrale, rémunère les dépôts. Donc si vous voulez, quand vous mettez 10 000 balles sur un compte à la BNP ou ailleurs, et que si la BNP n'en fait rien,
et qui ne partent pas dans des financements de projets ou juste ils font la banque de dépôt. Ils vont vous afficher 10 000 balles sur votre compte à vue, votre compte courant, et eux, ils les déposent à la banque centrale et ils touchent le taux directeur. Et il y a eu une anomalie dans l'histoire, c'était les taux d'intérêt nuls ou négatifs récents. Ce qui a conduit d'ailleurs pas mal de banques, qui gagnaient plus d'argent sur la rémunération des dépôts, à commencer à mettre des frais, des ci, des là, bon, on connaît les frais bancaires. Mais une banque qui ferait que du dépôt et qui dit bah, vous avez mis 10 000 chez moi, bah, vous pouvez venir les récupérer. Si dans l'année tu les récupères pas, eux ils ont mis à la banque centrale, ils font 2,75. Ouais. Et si la banque Comme, fait 2%, voilà, la banque vit si elle fait 2%. Et elle vit en masqué. Voilà. Donc pour moi, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait des taux d'intérêt. La banque sait faire du business quand il y a des taux d'intérêt. En fait, elle a souffert et elle ne pouvait plus faire d'argent quand les taux d'intérêt étaient nuls ou négatifs. À partir du moment où moi j'ai acquis une conviction que pour tout un tas de raisons, c'était les taux d'intérêt nuls ou négatifs qui étaient une anomalie, et que les taux d'intérêt normaux à 2-3% sont la normalité, et puis l'inflation, et puis les dettes, et puis machin, et puis tout ce qui fait que on rentre dans un cycle de 30 ou 50 ans où tu vas avoir du taux d'intérêt qui va osciller entre 2 et 6%, la banque remet à faire des affaires. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai simplement calculé la rentabilité du bénéfice distribué en dividendes. Et à l'époque où je suis rentré à la BNP, j'avais accès à 10% de rentabilité de dividendes. Ouais. Parce que ça faisait 10 ans que les banques souffraient de... C'était complètement fou, quoi. Et d'un coup, Oui, bah, elles pouvaient faire du business comme avant. Donc, il y avait des taux mais j'ai pas d'intérêt parié qui sur la étaient stupides, croissance, ou hein. j'ai pas parié. Ouais, OK. J'ai parié sur ce monopole bancaire de création monétaire, Sur d'accès un au taux retour à directeur la en banque sur un centrale. retour à la normale, en fait, du business bancaire, comme il a été, pendant, le dernier siècle, mis à part les années entre 2010 et 2020 où là, il y avait vraiment une aberration au Voilà, niveau des taux, quoi. c'est ça. OK, top. Mais Donc, OK, ensuite Micron au niveau des RAM et ensuite, il me semble aussi ensuite, de souvenir, tu avais pas investi dans Netflix? Netflix, j'en avais beaucoup parlé parce que je cherchais un point d'entrée. Ouais, J'ai jamais réussi à acquérir la conviction qu'il pouvait être le gagnant de quoi que ce soit. Parce que bon, le streaming, c'est quand même beaucoup trop open bar à tout le monde, hein. Tout le monde y va de sa plateforme, hein, Paramount, HBO, et en plus aux États-Unis, t'en as 10 de plus. ouais, Donc tout le monde a lancé son service. Rebelote, j'avais peur de la guerre des prix. Netflix a le même problème de capex que Google. Netflix, ils ont des dépenses en contenu, c'est hallucinant. Ils étaient montés ouais, jusqu'à 20 milliards de dollars par an à un moment donné. En ouais. plus, ils te mentent sur les... Enfin, ils te mentent sur les amortissements. C'est-à-dire que quand ils dépensent 1 milliard, ils te disent qu'ils sont en bénéfice alors qu'ils en ont encaissé que la moitié. Ça, c'est tout un sujet, Ouais. qui pourrait presque faire un podcast entier. C'est, tout ce qui va être, tu sais, les adjusted, Ouais, earning per share, les adjusted free cash flow, machin bidule. En fait, c'est ça, ça. c'est un truc, faites très attention et j'ai écouté ça dans une vidéo, de Léopold Klein, je sais pas si tu vois qui c'est? Ouais, je Mais connais, ouais. ouais, mais du coup, on a discuté un petit peu, avec, Léopold et j'ai vu une vidéo où il parlait de ça et c'est très intéressant. C'est qu'en réalité, hem, les adjusted machin, c'est des normes comptables, moitié inventées pour, simplement masquer, des choses qui, rentreraient normalement dans une comptabilité, classique, Mhm. mais, qui veulent être exclues par, bah, du coup, la gouvernance de l'entreprise pour, ne pas les afficher. Donc, il avait parlé de WeWork qui, Mhm. dans les adjusted, EPS, donc, les bénéfices ajustés, enlevait les loyers. Donc tu imagines la dinguerie? Genre en vrai, mais c'est Ouais, enfin c'est fou, quoi. Donc, faites gaffe à ce genre de choses-là. Essayez de voilà. voir un peu, Après, tu compares l'évolution, toujours au cash non flow, hein. oui, bien C'est vrai sûr. qu'un bénéfice, tu le mets toujours en perspective. Un bénéfice, c'est le cash flow et les capex, le free cash flow et les capex. Et il faut comprendre que le bénéfice, lui, vient niveler certains capex qui durent plus d'1 an en amortissement.
mais les deux dansent ensemble, quoi. Il y en a un qui te donne une photo instantanée, il y en a un qui nivelle les coûts dépensés dans le long terme, mais les deux doivent converger sur le long terme. Donc, Ouais. si tu comprends pas comment se passe le bénéfice par rapport au free cash flow, en général, il y a un loup, quoi. Ouais, exact. Et du coup, bah, prenez le temps, hein, de bien comprendre tout ce qui est compte de résultat, bilan, tableau de trésorerie, parce que c'est vraiment la base, hein. La base des Mm. chiffres. Évidemment, après, il faut aller beaucoup plus loin avec toutes les réflexions qu'on a eues par rapport à l'IA, par rapport à tout ça, qui sont, elles, des réflexions plus fondamentales et plus macro de ce qui se passe. Mais Mm. commencez déjà par bien comprendre tous les, voilà, les bilans comptables, enfin, tout ce qui est comptabilité, c'est essentiel. Moi, je le fais Euh, en deuxième étape. Je m'en ah sers ouais, pour valider mes théories. C'est-à-dire que ok. d'abord, je fais partie de la vie et on blague au bar. Ah ben tiens, eux, ils vont envoyer des satellites. Et puis vraiment, on blague comme on a blagué là. Attends, ils vont envoyer des satellites dans l'espace, ils vont faire une couverture. Ouais, mais Starlink, et pourquoi Starlink ça marche pas? Et le mec il t'explique, et puis tu cherches des infos, tu essayes de comprendre pourquoi ce truc serait mieux. Et à la fin, tu vas comparer, tu te fais une idée de ce qu'est censé être la boîte et comment elle est censée gagner de l'argent et pourquoi elle est mieux que les autres. Et à la fin, tu vas chercher dans le bilan de comptable les loups, les pièges. Est-ce qu'ils mentent sur quelque chose? Est-ce que finalement, comment ça se fait que le chiffre d'affaires progresse pas? Pourquoi? Ou alors, finalement, il progresse beaucoup plus vite que ce que toi, tu avais anticipé. Enfin, bon, pour tout un tas de Ouais, raisons. toutes Moi, les je fais le parties brassage quantitatives. de la partie financière. En Après, deuxième partie, ouais. déjà avoir une idée de l'avantage de la boîte dans ce qu'elle propose au monde et comment elle va y gagner de l'argent. Alors que tu vois, moi, j'ai un process un peu différent quand même. Disons que je vais essayer de comprendre rapidement la boîte au début, mais vraiment Mm. léger, et ensuite je la passe dans un gros filtre quantitatif pour déjà voir si ça m'intéresse au niveau financier et que c'est justement très solide et qu'il n'y a pas de loup, etc., pour ensuite aller creuser. Parce que euh, avant, parfois, enfin, j'avais un process un peu moins carré et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais perdre un temps fou à analyser des boîtes qui, au final, malgré des bons business, parfois, ça fonctionne pas comme on aimerait, tu vois. Donc, Mhm. essayer de prendre du recul et me dire: «OK, ben, on va déjà faire un gros filtre au niveau quantitatif. Ensuite, aller creuser, bah, les meilleures boîtes qui ont les meilleurs fondamentaux quantitatifs et Mhm. ensuite, du coup, sélectionner uniquement les entreprises qui ont une valorisation intéressante». Et j'ai plus ce process-là, tu vois, pour essayer de faire comme un entonnoir, en utilisant, du coup, bah, les screeners, et cetera, pour avoir des boîtes qui respectent certains filtres. Ensuite, Mhm. vraiment pousser l'analyse quantitative. Si ça passe, analyse fondamentale très poussée. Si ça passe et qu'il y a pas de risque majeur et que le business est sur une méga tendance et tout ça, là, on parle valo et on parle de potentiel achat, tu vois? Et Mais du coup, tu bats un peu le marché. À titre personnel, je le bats pas depuis 5 ans, ce qui est pas grave. Moi, j'estime que je le bats, mais on peut revenir alors, là-dessus. ouais, du coup, bah, pour être, tu vois, je parle des chiffres souvent, assez Ouais. ouvertement et par rapport au marché mondial, je le bats. En fait, moi, j'ai une stratégie en 2 pôles, donc j'ai 30 ETF, avec un peu de smart beta et pour avoir, une Mm. optimisation à ce niveau-là, et de l'autre côté, j'ai 70 en stock picking et je calcule vraiment toutes mes transactions avec tous les frais, tous les impôts que je paye pour vraiment essayer d'être précis et pas, encore une Mm. fois, bah, faire des adjusted, performance quoi, en gros. Et je suis à 15,12 de rendement annualisé contre 13,34 pour le marché, mondial, donc le Ok. ACWI. Donc je Mm. suis assez content là-dessus. Je suis à 1,3 de moins que le S&P, mais en même temps, j'ai 30 de mon portefeuille qui est en dehors des USA, donc Mm. c'est compliqué de se comparer au S&P. Donc on va dire par rapport au marché mondial, je le bats. Donc ça, je suis assez content. Et au niveau de ma sélection d'actions qui est quand même beaucoup plus tournée vers les US, même si, j'ai quand même des boîtes asiatiques et des boîtes européennes, je suis à 16,24 depuis, le 5 septembre 2020 de rendement annualisé contre 16,42 pour le S&P. Donc je suis pas loin. Mm. Et en fait, les premières années je prends depuis le tout début, tu vois? Et les premières années, c'est ce qui me fout un peu dedans parce que, bah, j'ai pris des décisions qui étaient pas forcément, basées sur toutes les connaissances que j'ai développées après. Et tu vois, sur les Mm. 3 dernières années, je suis à 14,34 contre 12,31 pour le S&P. Et sur la partie action et sur le portefeuille global avec les ETF, je suis à 13,01 contre 10,33 pour le ACWI et 12,30 pour le S&P. Donc je suis assez content des résultats. Après, je reste évidemment,
humble, hein, par rapport à ça parce qu'il y a, certes les process qui sont améliorés, il y a, toujours une partie de chance. Comme dans tout investissement, le timing, parfois, bah, je suis tombé sur des bons timings, mais voilà, il y a une partie de chance là-dedans. Donc on va dire que la chance se provoque et que les process font que j'ai appuyé sur le bouton au bon moment. Mais voilà, après, Alors, j'essaie de continuer pour tenir ça, ouais. on fait encore 10 minutes avant de conclure? Comment tu prévoyais la Très ouais? bien, 1 h 30, ouais, c'est très, très bien. Et Écoute, je pense qu'on va un peu parler de cette performance, sur le marché. Je moi, je bats pas le marché dans le marché. Et en dehors du marché, je bats le marché. Je sais pas sur si c'est ton clair. l'évolution de ton patrimoine et sur tout ça, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, bon, c'est important, quelque part, battre le marché, le seul intérêt que ça a, c'est que comme tu peux acheter le marché en ETF et sans rien faire, si tu commences à t'embêter à réfléchir à tout ça, non seulement tu vas y passer du temps, mais en plus, il y a peu de chances que tu battes le marché, donc quelque part, ça a pas de logique. Mais moi, je crois que c'est faux. Je Moi crois que c'est aussi. faux parce que On va se rejoindre là-dessus, je tu pense. ouais, parce que, alors attention, c'est pas faux, tous ceux qui peuvent prouver ça mathématiquement et statistiquement, de ce qu'ils disent est vrai. Mais je pense que le principe le plus important, c'est que les gens m'écoutent, ils vont trouver que je dis des choses pas intelligentes, des choses intelligentes. Les gens t'écoutent, ils vont trouver que tu dis des choses pas intelligentes, des choses intelligentes. Et tu as toute une offre de gens comme nous qui proposent des choses, ou alors de littérature, ou un bouquin de Warren Buffett. Et tout ça, pour moi, c'est des réponses. Nous, on donne des réponses, on donne notre avis, on partage nos opinions. Nous, on fait ça aussi pour se challenger entre nous, parce que c'est voilà, c'est stimulant intellectuellement, Bien sinon sûr. c'est complètement ennuyeux. Et quelque part, le problème qu'ont les gens, c'est pas les réponses. Les réponses aujourd'hui, on les trouve et tout le monde les a. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à bosser, toutes ces informations sur l'investissement, j'aurais rêvé les avoir. Et pour autant, si je les avais eues, j'aurais peut-être moins performé que ce que j'ai fait. Pour une raison qui relève du fait que ces réponses, elles existent, et le plus important pour les gens, en fait, c'est quelle est leur question. Parce que nous, nos réponses, elles répondent à certaines questions. Mmh. Et je sais pas si tu connais, je vais faire un peu de la pub pour Guillaume Bétain, j'ai un peu échangé avec lui en privé. Tu connais Heu, Guillaume? Il a sa chaîne, ouais, il a développé un... Graham, là, il a développé le logiciel. Ouais, voilà, voilà. Donc Guillaume, performance personnelle, je pense, défiant toute concurrence. Je crois qu'il tourne à 30% par an depuis 3 ans. J'avais vu dans une vidéo ça récemment. Salut Guillaume, si tu vois cette vidéo, je te fais un peu de pub et je te dis bravo. Maintenant, je vais te critiquer. Non, Euh, non, mais donc Guillaume est un mec brillant. Parce qu'il a développé le site, parce qu'il s'expose, parce il fait cette perf. Maintenant, la question qui se pose sur battre le marché, c'est qu'il faut considérer le hors marché. Et peut-être que quelqu'un comme Guillaume, qui est dev et qui est brillant, peut-être qu'en fait, c'est un mec qui pèse 250 000 de salaire s'il prend un billet d'avion et qui va quelque part dans le monde où on le payera comme ça. Donc, quelle que soit sa performance en bourse et son exceptionnalité, la question qui se pose pour lui, c'est est-ce qu'il a fait mieux que ces 250 000 qui correspondent à son benchmark à lui? Ouais, mais tu sais Parce qu'il que bat le marché, mais bien sûr, la sur question qui se une pose, petite partie de voilà. son patrimoine. Mais ça, c'est très intéressant comme notion parce qu'en fait, moi, là où tu vois que, ma zone de Mais génie entre Guillaume, guillemets je t'apprécie beaucoup. Excuse-moi, je te coupe ouais, moi là. aussi. D'ailleurs, C'est vraiment une je réflexion philosophique j'ai sur ce regardé, que c'est le marché et battre le marché. j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et j'avais pris Je t'en prie, l'abonnement à son Clément. outil aussi, qui est Ouais. qui est top. Donc bravo pour ça. Mais effectivement, je trouve que c'est une notion qui est super intéressante. Alors, pour revenir un peu par rapport à ce que tu disais, premièrement, battre le marché pour moi, c'est, on va dire, un objectif, mais pas forcément une finalité. Parce que au delà même de battre le marché et d'annoncer des chiffres, hem
Je suis beaucoup plus à l'aise avec ma stratégie, avec la compréhension que j'ai des titres que j'ai en portefeuille et de ce que je fais, que Mmh. simplement investir sur des ETF. Moi, j'ai une théorie Exactement. qui est, pas brevetée, qui est 100 made in Clément Bravo et qui a aucune légitimité. Mais je pense que les investisseurs ETF qui sont full ETF, qui sont en mode très passif, je laisse tourner ça et je m'en occupe pas du tout. Je pense qu'actuellement, c'est très facile, mais que vu qu'ils ont pas les connaissances et qu'ils ont pas poussé les choses, le jour où le marché va se péter la gueule, à mon avis, la passivité de ces personnes-là qui sont censées être les plus passifs, vont devenir les personnes qui vont être les plus actives et qui vont, je pense, péter un plomb. Plus que Et tu nous, as tout dit. comprenant ce qu'on fait. Hein? J'ai fait une discussion avec Blossom Wells il y a quelque temps, ils ont publié ça, et c'est exactement la remarque que j'ai faite. Le souci de l'ETF, c'est exactement ça. Si tu Ouais, ne vas pas à l'ETF par le bon parcours, qui est un parcours de compréhension et de challenge intellectuel sur ce que tu es en train de faire, et que tu y vas par du réflexe de par cœur de ce que tu as entendu, en mmh, fait, c'est pas tes convictions. Tu as suivi des conseils. Et le risque, il n'est pas dans l'ETF, il est dans ta réaction à toi quand ça va bien sûr. mal se passer. Voilà. Et j'avais Plus, j'avais et je rejoint rajouterai ce que j'ai dit avant, c'est qu'à un moment donné, si tu mets tes sous dans l'ETF alors que tu es peut-être à une étape dans ta vie où c'est pas la question qui se pose pour toi, parce que la question qui se pose pour toi, c'est peut-être de t'acheter un billet d'avion pour aller doubler ton salaire dans un autre pays. Peut-être que tu es assez jeune pour aller faire serveur en Australie et dormir dans un camion, mais encaisser 70 000 dollars l'année prochaine. Peut-être ouais, que ça, tu auras beau avoir toute la performance du monde en bourse, à partir du moment où tu as 1000 balles dans la poche, ou moins, ou quoi que ce soit jusqu'à 10 000, peut-être que la question qui se pose pour toi, c'est que ces 10 000 là, tu dois les mettre dans un billet d'avion, dans une formation technique, parce que là, on va relancer des milliards d'investissements dans l'armement. Peut-être que tu te formes sur un logiciel et tu deviens et tu doubles ton salaire parce que tu changes de branche de métier. En fait, avec ces donc il y a ce côté être figé mentalement sur avoir la performance du marché. Il y a deux problèmes, c'est que si tu n'y es pas allé du bon côté, ben, peut-être tu sais pas comment tu vas réagir. Et surtout, en fait, suivant la somme d'argent que tu manipules et là où tu en es dans ta vie, c'est pas la question qui se pose à toi. Et que ton marché à toi, c'est en fait de faire 100 000 balles l'année prochaine ou dans les 2 ans qui viennent avec une démarche dans le monde réel. ouais. Et J'espère que les ensuite, quand tu gens atteins 500 000 balles, tu reviens aux ETF. ouais, j'espère que les gens sont restés jusqu'ici parce que c'est vraiment, hem, bah, c'est un peu le mot de la fin, mais c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. C'est que parfois, il faut, hem, comprendre là où va être l'attraction et c'est pas forcément que la bourse. Par exemple, je prends Ouais. mon exemple personnel, moi, ce que j'ai compris l'année dernière, c'est que mon ma «zone de génie» entre guillemets, c'est la pédagogie. Donc j'arrive Mhm. à expliquer des concepts qui sont complexes assez simplement. Du coup, bah, je me suis formé conseiller financier. J'ai créé un programme d'accompagnement, le programme SPAC avec, du coup quasiment 200 personnes aujourd'hui et tu vois, je suis assez fier des chiffres, mais j'ai aucun impayé alors que je propose des étalements de paiement. J'ai aucune personne qui me dit qu'ils sont déçus du programme. Donc je sais que j'ai fait un travail de qualité et en fait, c'est peut-être ça ma zone de génie et c'est ce qui m'a permis de faire 100 sur mon patrimoine l'année dernière. Donc j'ai fait 100%. 20 sur mon patrimoine en bourse, qui correspond lui-même à Mhm. 25 de mon patrimoine total, alors que j'ai Mhm. fait 100 sur mon patrimoine personnel. J'ai fait quasiment j'ai fait plus de 180 000 balles, de patrimoine. Ah, Donc t'as tout dit. ouais et à travers ces 180 000 balles, derrière, j'ai d'autres leviers qui me permettent de me racheter du temps en déléguant des tâches ou, de commencer à investir des montants qui sont plus significatifs et au final, je préférerais dans, 10 ans, dans 20 ans, faire 6 7 sur, 500 000 balles, peut-être 1 million en bourse, j'en sais rien. Peut-être, je me le souhaite et je te le souhaite aussi, je sais pas où tu en es niveau chiffré, mais voilà, on nous souhaite des gros montants et ça sera bien plus intéressant de faire du 7 là-dessus que de faire du 13 sur, 50 000 et ça, c'est Exactement. quelque chose que comprennent pas trop les gens qui débutent ou quoi. C'est pas du tout, pour blâmer ou quoi que ce soit, mais hem, le capital, c'est le moteur et C'est ça. si vous alimentez pas le Et, moteur, et ça avance pas. il faut que tu aies un continuum. Et
il faut pas mettre la bourse dans un segment du cerveau. Dans la bourse, tu as accès à des entreprises, et les gens qui sont à la tête de ces entreprises, dans la journée, ils parlent pas une seule fois du PI. Ils parlent de leurs concurrents, de ci, de là. Ils ont les conversations qu'on a là sur la stratégie de leurs entreprises. Et tu as un continuum, il faut que tu aies un continuum de réflexion entre le monde réel et la bourse. Et des fois, la bourse te donnera cette opportunité de, de faire de la performance. Mais en général, si tu n'as pas atteint un certain niveau de patrimoine dans la vie, tu dépenses ton argent avec beaucoup plus d'efficacité par ailleurs et beaucoup plus de rendement. L'important, c'est que moi, mon retour d'expérience, c'est que les mécanismes de pensée sont les mêmes à gauche et à droite, en fait. C'est les mêmes. C'est-à-dire que la manière dont tu approches ton business, la manière dont tu... Parce que tu vas affiner ta compréhension du marketing, ta compréhension de... Tu as appris ce que c'était avoir une autorité sur un sujet, gagner la confiance des gens. Donc toi, tu as vécu quand même dans ta chair. Si tu veux, on refait encore 5 minutes là-dessus, parce que j'aimerais vraiment le Vas-y, mentionner vas-y, une fois. il y a le temps et je suis pas pressé, hein. L'idée, c'est la chose suivante, c'est que tu as la checklist financière basique, les ratios, PI ratio, le PEG de Peter Lynch à 1, le ratio de Sharpe, ok. Bon, ça compte, hein. À un moment donné, ça compte dans le process, il n'y a pas de souci. Et après, tu as la checklist des idées des grands investisseurs, Warren Buffett, le cercle de compétences, des idées générales où tu commences à comprendre qu'une entreprise qui a un monopole, c'est mieux qu'une entreprise qui se bat tous les jours pour avoir les prix les moins chers parce qu'il y a une concurrence de fou. Ça, c'est les grands principes des grands penseurs. Mais il te faut une troisième checklist, c'est la tienne. C'est celle qui dépend de ton expérience personnelle. Et vous en avez beaucoup plus que ce que vous pensez, parce qu'on a déjà vécu pas mal de choses ces 5 dernières années. Donc, par exemple, je vais te donner je te raconte une petite histoire. Il y a un mec qui s'appelle Pavlov, qui a inventé ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov, enfin qui a documenté scientifiquement cette histoire avec une petite clochette et des chiens qui étaient associés, qui associaient la clochette à leur repas. Et donc chaque fois qu'il faisait sonner la clochette, le chien allait manger, et à la fin, il suffisait qu'il fasse sonner la clochette pour que le chien salive. C'est ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov. Ce que les gens ne savent pas sur Pavlov, c'est que en fait, ça c'est 10% de sa carrière. Et tu sais ce que c'est 90% de sa carrière? C'est de faire avoir des dépressions nerveuses aux chiens. Alors parce que c'est très intéressant, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Il se retrouve dans une situation, je crois qu'il était à Varsovie ou dans un pays d'Europe de l'Est, et il y a eu une inondation et son labo était en sous-sol. Et toute la nuit, l'eau est montée et les chiens ont été au bord de la noyade pendant 24 heures. Quand il les a retrouvés et qu'il a nettoyé le labo, la grande découverte du réflexe de Pavlov, c'est que le stress de l'événement avait fait disparaître le réflexe associatif. Et ça, c'est un truc que tout le monde a vécu, par exemple, période Covid. Donc, quand tu prends et on en revient à la discussion du départ, les événements géopolitiques, tout ce que tu veux. Quand tu prends ce concept-là et que tu analyses, toi, ce qui a traversé le Covid et ce qui ne l'a pas traversé, parce que c'était un événement de stress, il y a des gens qui ont divorcé pendant le Covid. Les gens qui ont divorcé, je peux te garantir à 100% qu'ils n'ont pas divorcé de leur banque. Le Covid, moi j'ai arrêté de regarder le foot. C'est con. En fait, c'était un réflexe associatif. Et le changement d'univers, parce que c'était pas du stress, mais c'était un changement, ça m'a fait perdre cette habitude. Par contre, là, je fais beaucoup d'efforts en ce moment pour essayer d'arrêter de fumer, parce que ça n'a pas marché à l'époque. Donc si tu prends l'historique des entreprises et de ce que tu as vécu, aujourd'hui, tu dois avoir une conviction personnelle dans ta checklist personnelle, au travers de ce que tu as vécu, qu'il y a des choses qui tiennent dans le temps, et il y a des choses qui ne tiennent pas dans le temps. Et ça, tu dois l'avoir dans ta checklist, parce que tu l'as vécu. Et le Covid n'a pas entamé les ventes de Coca-Cola.
Les guerres n'entament pas les ventes de Coca-Cola, et ça fait 100 ans que ça dure. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas quel événement rapporté dans les livres ou vécu par nous récemment, et on commence à avoir vécu certaines aventures, il n'y a rien qui entame les ventes de Coca-Cola. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Par contre, les gens, ils divorcent à 50%. C'est complètement fou, quoi. Les gens, ils sont plus amoureux de leur banque et de Coca-Cola et du tabac et de Ricard que de leur femme, quoi. Ouais. C'est Ah, c'est vrai, hein, donc voilà. en fait, le mot de la fin, un peu la moralité de tout ça, c'est Ouais, qu'il faut réussir à, et c'est l'exercice le plus dur, je trouve, ouais, de dézoomer, en fait. D'essayer c'est ça. d'avoir une compréhension globale du monde et pas de tout le temps être la tête dans certaines entreprises parce qu'on les connaît mieux que d'autres et que, Mmh. en fait, il vaut mieux, je pense, avoir. Tu vois, je vais en tirer des leçons de cet épisode de podcast parce que c'est super enrichissant et ça développe ma propre réflexion. Mais c'est vrai qu'au final, je pense qu'il vaut mieux avoir peut-être 80% de compréhension du monde global et des fonctionnements Mmh. des grands principes plutôt qu'avoir 95% de compréhension globale d'un certain secteur ou de certaines entreprises, par exemple, tu vois. Parce que si Mmh. tu comprends, on va dire 80% de la globalité, tu pourras toujours faire les liens de ce qui se passe ensuite dans, du coup, les secteurs et donc dans les différentes entreprises. Mais on rejoint C'est un ça. peu la différence de nos deux stratégies d'investissement avec, hem, pour le coup, toi, tu as un peu l'approche top top-down un peu? C'est un peu ce que tu mets en place ou Ouais, moi, j'ai une approche mixée entre Peter Lynch et Warren Buffett. C'est-à-dire que des fois, je cherche au hasard dans l'annuaire des entreprises et je lis, j'essaye de voir s'il y en a une qui me saute aux yeux parce que je pense que je peux la comprendre. Soit je fais du vrai Peter Lynch, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une petite histoire. ouais, Tiens, j'ai remarqué dans la rue, j'ai remarqué à tel endroit qu'il y a cette histoire qui commence à se dessiner, qui est derrière, et alors ça peut être, tiens, c'est juillet et je suis emmerdé, je double un camping-car, puis deux, puis trois, et puis là je me dis putain, il n'y a que des camping-cars, puis en plus ils sont neufs. Allez, on va regarder qui vend les camping-cars. Voilà, c'est aussi simple que ça ouais la petite histoire, hein. Donc un déclencheur monde réel ou un brassage en mode annuaire. Mais et je le pars des entreprises, ouais. ouais, bien sûr et le monde réel, en fait, l'approche de Peter Lynch aujourd'hui, elle est hyper intéressante parce qu'elle peut être, adaptée, Mm, à, en fait, à des technologies qui sont beaucoup plus larges que ce qu'ils avaient avant. Aujourd'hui, par exemple, YouTube est, mm. une niche d'information et si vous êtes assez curieux Voyageur. pour aller voir, par exemple, la chaîne de Mathieu qui, du coup, tu parles justement d'entreprise et de Ah, concepts. c'est très méta. Ouais, mais c'est super Mm. intéressant et en fait, voilà, sa chaîne ou même d'autres chaînes qui ont pas forcément des choses à voir avec l'investissement en direct, mais en fait, parfois, vous allez voir des vidéos qui peuvent être super intéressantes et dans lesquelles vous allez remarquer certaines choses et à partir de ces petites choses-là, vous pouvez essayer de comprendre, exactement ce que tu as dit, qui vend les camping-cars et du coup, est-ce que c'est intéressant d'investir sur les entreprises qui font des camping-cars? Alors, moi, je vous donne une réflexion personnelle sur le camping-car aux États-Unis. Donc, c'est ça que j'aime bien faire, moi, dans mon analyse des situations, c'est comprendre le fondamental et comprendre les deux alternatives. Donc, le camping-car, c'est un véhicule récréatif. Donc quand l'économie va bien, donc aux États-Unis, tu as Thor Industries. Ça tourne très bien, en plus ils ont fait un business model. Bon, on rentre pas dans les détails. Mais l'idée que j'aime bien dans le camping-car, c'est que quand l'économie va bien, ils en vendent beaucoup. Parce que les gens se payent des camping-cars comme une récompense et ils partent en famille. Et quand l'économie va mal, ils en vendent encore plus. Parce que malheureusement aux États-Unis, quand l'économie va mal, les gens perdent leur maison et ils achètent des camping-cars. C'est fou de le dire comme ça, mais quand tu réalises ça, tu te retrouves à avoir une réflexion. Donc c'est ça que moi j'aime bien, c'est tomber sur une conviction personnelle. Ouais, Et ensuite, cette conviction personnelle que j'ai sur ce business du camping-car, j'essaye dans ma checklist personnelle, donc pas celle de Warren Buffett, pas celle des ratios financiers, c'est elle est classée où dans ma checklist de conviction personnelle
pour sa durée dans le temps. Parce que c'est ça, puisque ce que tu veux, en fait, c'est comme tu veux profiter des bénéfices futurs de l'entreprise et payer un prix en rapport avec ces bénéfices futurs, et qu'en général, tu n'as pas accès à plus du 10%, donc il faut que tu aies raison sur 10 ans. Faut que tu arrives à comprendre le fondamental de ce business qui fait que ça marchera bien en temps porteur et en temps de récession. Ah putain, tu as eu une bonne idée, et maintenant, alors, est-ce que cette idée, elle est fragile ou est-ce qu'elle est robuste dans ta hiérarchie de ce que tu as vécu, quoi. Voilà, c'est ce que moi je fais. Et une fois que j'ai fait ces convictions et ces checklists, ce que ça me permet de faire, en fait, c'est d'affiner ma certitude sur le futur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si j'ai une conviction que la nature humaine et le principe sous-jacent du business fait que la situation ne peut pas être disruptée dans les 10 ans, à ce moment-là, le calcul Excel des décomptes de cash flow, ben là, je le fais. Mais si tu fais un calcul Excel de décompte de cash flow juste parce que tu projettes du bénéfice et du taux de croissance passé dans le futur, pour moi, ça n'a pas de sens parce que tu es en train de décompter l'argent du futur. Donc, chaque fois que tu mets un chiffre dans une case Excel en année 8, 9, 10 pour décompter sa valeur dans le présent, la question majeure qu'il y a derrière ce calcul, la seule question, c'est à quel point tu as raison sur le cash de l'année 10. C'est aussi simple que ça. Ouais. Voilà, donc moi, c'est vraiment le cœur de ma réflexion, sachant qu'à la sortie, en fait, il se passe rien. Parce que des idées, après, c'est comme dans la vraie vie, hein. Tu peux tout connaître à l'immobilier, tout. T'as pas une occasion immobilière tous les jours sous la main, quoi. T'en as une tous les 3 ans, à moins que tu sois investisseur pro, mais quand tu es particulier et que tu regardes l'immobilier, t'en as une tous les 5 ans. Ben, en bourse, c'est pareil. En fait, tu parles de ça, tu parles avec des potes, et moi, c'est pour ça que je fais du YouTube. Parce qu'en fait, j'ai besoin de l'engagement intellectuel, mais en fait, il se passe rien, parce que les opportunités, tu les as pas. Tu ne les as pas. Tu les as une fois tous les 1, 2, 3 ans, tu as quelque chose de sympa à te mettre sous la main. Un Facebook à 80 €, peu importe. Le Voilà. Covid. Ouais, Qui un est Covid, un fondamentalement rachat de été fonds de une marché. opportunité, hein. Ouais. Donc voilà, tu fais un truc dans ta vie, tu fais ce que tu fais toi, tu fais ce que je fais moi, et puis tu accumules du cash, et puis d'un coup, il se passe un truc, et toi, tu as une conviction différente que les autres, et tu charges, tu t'achètes une fois dans ta vie, tu t'achètes 100 000 balles de Coca-Cola, 10 ans après, tu as de quoi prendre ta retraite, une fois dans ta vie. Parce qu'au moment où tu les achètes, le dividende, il sera trop bas, mais avec sa croissance, donc si un jour tu as les Ça, c'est reins un solides, concept aussi, le voilà. concept du yield on cost et de la croissance des dividendes, c'est extrêmement fort. C'est trop sous-coté et trop sous-connu. Mais ouais, Exactement. il y aurait Et là, tu bon, t'en fous de gagner le marché ou quoi que ce soit, tu as garanti ta retraite, quoi. ouais, Avec un one shot, hein. c'est clair. Voilà. Bon, très intéressant en tout cas. Je pense qu'on aurait de quoi discuter tous les 2 pendant, des heures et des heures, et C'est mon c'est gros toujours le défaut. cas. Non, mais c'est pas un défaut, moi j'adore ça et puis, encore une fois, j'essaie souvent de me placer, Ouais. pour essayer de comprendre un peu, les réflexions et les fonctionnements de chacun parce que chacun, ce qui est marrant, c'est que bon, je vais quand même essayer de conclure, parce que ça fait 1h45, donc je pense que ce sera déjà pas Oui, mal on pour l'épisode. conclut, je t'en prie. Mais, c'est toujours, intéressant de voir que globalement, on a les mêmes bases, on a les mêmes fondamentaux sur lesquels on travaille avec, du coup, les ratios financiers, les fondamentaux des entreprises, et tout, ce qu'il faut, mettre en place, pour investir. Mais ensuite, chacun a sa petite touche, sa petite étincelle, son, Oui. son petit système personnel qui permet de prendre des décisions et du coup, c'est toujours super cool de discuter avec des personnes comme toi et même, j'aimerais bien faire un épisode avec Guillaume aussi qui du coup dev son logiciel parce que pareil, lui, il a pas forcément, il a peut-être 80% de la même stratégie que nous et 20% de la sauce, Guillaume, quoi. Et donc, chacun a son petit truc, qui est très intéressant. Écoute, merci beaucoup pour, ta venue, Mathieu, c'était très, très cool. J'espère que les personnes, auront écouté jusqu'au bout cet épisode et j'espère que vous avez appris plein de trucs. On peut te retrouver sur YouTube, Oui, Investream, ouais, globalement je vais changer le nom, je pense. Ça a plus trop de OK, sens. Donc vous tapez Mathieu J, vous me trouvez. nickel 50% d'entre vous vont pas comprendre le lien entre cette vidéo et ce que je fais sur YouTube. Les autres 50%, s'ils ont bien suivi, ils vont comprendre. et ouais. Après, bon, voilà, je suis pas là pour faire du racolage. Au contraire, moi, je voudrais te remercier de m'avoir invité parce que voilà, j'apprécie beaucoup ce genre de moment.
je pense que c'est toi qui m'avais invité en premier quand je m'étais lancé sur YouTube. Donc on a quand même quelque chose à répéter dans le temps, une fois tous les 2 ans, essayer de comprendre C'est où ça avec grand va. plaisir. C'est avec grand Et plaisir, ouais. j'invite tout le monde qui sont venus sur cette interview en venant de mon côté à vous abonner à Clément si vous ne le connaissiez pas. Vous verrez que Clément va vous apporter beaucoup de réponses à pas mal de questions. Et merci à toi Clément. Bah, merci beaucoup et puis, je mettrai le lien évidemment en description et si vous avez bien suivi justement, toute la réflexion de Mathieu, bah, vous allez, comme tu l'as dit, bien comprendre, le les fondamentaux de sa chaîne et ce qu'il nous raconte dessus. J'avais énormément apprécié la vidéo sur BlackRock. Ah, J'étais resté sur le cul et en plus, il y avait une petite touche d'humour que j'avais bien apprécié, donc franchement continue, c'est top. C'est toujours un plaisir de regarder ce eh que tu ben, fais. grand merci. Allez, à très vite tout le Allez, monde et au on se revoir tout le retrouve monde. pour, prochaine vidéo. À bientôt.